Elle pleurait en silence sur un banc de Central Park. Elle serrait sa fille de 3 ans contre sa poitrine. Elle a raconté toute sa vie à un inconnu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ignorait que les cicatrices sur ses mains venaient d'un monde que la plupart des gens ne voient que dans les films. Elle ne savait pas que lorsqu'il entrait dans une pièce, les hommes puissants se taisaient. Ils craignaient pour leur vie. Elle savait seulement qu'il était la première personne depuis des années à la regarder et à lui demander si elle allait bien. Gianna Val avait 28 ans. C'était une mère célibataire qui n'avait plus rien. Son ex-mari avait disparu du jour au lendemain. Il avait laissé derrière lui une dette de 80 000 dollars. Une dette envers le genre de personnes qui n'envoient pas de lettres. Ils envoient des menaces. Ils avaient photographié sa petite fille à la garderie. Ils avaient suivi son frère de 19 ans qui entrait à l'université de New York. Elle avait perdu son emploi parce que ces hommes s'étaient présentés au restaurant où elle travaillait. Et maintenant, le réfrigérateur était presque vide. Le loyer avait 2 mois de retard et il lui restait 72 heures avant que tout ce qu'elle aimait ne lui soit enlevé. Elle était venue au parc cet après-midi d'octobre, non pas pour se détendre, mais pour respirer, pour réfléchir, pour trouver une seule raison de ne pas s'effondrer. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est assis. Nico Valente, 36 ans, le chef de l'une des familles criminelles les plus puissantes de New York. Un homme dont le nom faisait taire des quartiers entiers. Il n'était pas là par hasard. Chaque année, ce jour-là, il venait sur le même banc. Le banc où sa mère lui lisait des histoires, avant d'être assassiné sous ses yeux quand il avait 14 ans. Il n'avait pas pleuré depuis cette nuit-là. Il n'avait laissé personne s'approcher depuis cette nuit-là. Mais quand il a vu cette femme serrant son enfant, les larmes coulant sur son visage, quelque chose qu'il avait enfoui pendant 22 ans s'est fissuré. Et il ne pouvait pas s'en aller. Il s'est assis, a gardé ses distances, et il a prononcé 2 mots qui ont changé leur vie pour toujours. Ce qui s'est passé ensuite va vous bouleverser, car lorsqu'elle a découvert qui il était vraiment, elle n'a pas fui. Et quand les hommes qui menaçaient sa fille sont revenus, ce que Nico Valente a fait n'était pas de la justice. C'était quelque chose de bien plus sombre et de bien plus terrifiant. Mais voilà, c'était aussi la plus belle histoire d'amour que vous n'entendrez jamais. Née à l'endroit le plus inattendu, entre une mère brisée qui n'avait rien et l'homme le plus dangereux de New York qui pensait tout avoir, mais ne ressentait rien, jusqu'à elle. Si cette histoire fait déjà battre votre cœur, appuyez sur le bouton «J'aime» pour que plus de gens la découvrent. Partagez-la avec quelqu'un qui croit que l'amour apparaît quand on s'y attend le moins. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, car vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, retournons à cet après-midi d'octobre à Central Park, au moment où Gianna Vale a levé les yeux à travers ses larmes. Elle a vu un homme en costume noir assis à environ 1 mètre. Il regardait droit devant lui, ne disant rien, comme s'il avait tout le temps du monde. Elle a essuyé ses larmes rapidement avec le dos de sa main, comme si les effacer assez vite pouvait empêcher l'homme de remarquer qu'elle venait de pleurer. Mais c'était déjà trop tard. Il avait vu, et il était toujours assis là. Gianna serra Mia plus fort contre sa poitrine. Elle sentait le rythme régulier de la respiration de sa fille endormie. Puis elle s'est tournée pour le regarder pour la première fois. Pas d'un regard furtif, mais directement. Avec le regard de quelqu'un de bien trop fatigué pour faire semblant d'être poli. Pourquoi ça vous intéresse? Sa voix était sortie plus sèche qu'elle ne le voulait, presque impolie. Mais elle n'avait pas l'énergie de s'excuser. L'homme n'a pas froncé les sourcils. Il n'a pas semblé offensé. Il a légèrement penché la tête sur le côté, comme s'il pesait sa réponse. Puis il a parlé d'une voix basse et mesurée, sans essayer de paraître doux, mais pas froid non plus. Peut-être parce que vous pleurez seul avec une enfant et que tout le monde s'en fiche. Gianna a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce genre d'honnêteté brutale. La plupart des gens auraient dit quelque chose d'inoffensif. Quelque chose comme «J'espère que vous allez bien». Puis ils seraient partis après avoir fait leur devoir de politesse. Mais cet homme n'est pas parti. Il n'a rien ajouté non plus. Il est simplement resté assis là, les 2 mains posées sur ses genoux, ses yeux fixés sur la rangée d'arbres qui changeaient de couleur sous la lumière d'octobre. Le silence s'est étiré. Ce n'était pas le genre de silence gênant qui s'installe entre 2 inconnus assis trop près l'un de l'autre dans un bus. C'était autre chose. Plus lourd et pourtant, étrangement, pas inconfortable. Comme s'il disait par son silence qu'elle n'avait pas à dire un mot si elle ne le voulait pas.
et qu'il resterait quand même là. Gianna l'a étudié du coin de l'œil. Le costume noir taillé à la perfection. Le genre de tissu qu'elle voyait sur les clients les plus riches quand elle travaillait au restaurant. Et elle savait que ce costume coûtait plus de 6 mois de loyer de son appartement. La montre à son poignet gauche, cadran noir, aiguille argentée. Pas tape à l'œil, mais d'un luxe discret qui n'avait pas besoin de marque. Puis elle a vu la cicatrice. Une ligne pâle, plus claire que sa peau. Elle courait de sa nuque jusqu'en dessous du col de son costume, comme si quelqu'un avait traîné une lame le long de sa colonne vertébrale il y a très longtemps. Ses mains aussi avaient des cicatrices, de petites marques sur ses articulations. Le genre de blessure qu'on ne se fait pas en restant assis derrière un bureau. Ses yeux étaient fixés sur une distance qui n'en était pas vraiment une. Pas sur les arbres, pas sur les passants, mais sur quelque chose qui n'était pas là. Quelque chose qui s'était passé il y a longtemps et qui ne l'avait toujours pas lâché. Gianna ne savait pas pourquoi elle a commencé à parler. Peut-être parce qu'il était un inconnu. Peut-être parce qu'elle ne le reverrait jamais. Peut-être parce qu'elle avait tout gardé en elle trop longtemps et que ça la rongeait de l'intérieur. Et si elle ne le disait pas à quelqu'un, maintenant, elle allait se briser. Ici même, sur ce banc de pierre. Mon ex-mari était un joueur, dit-elle doucement, les yeux baissés sur les cheveux bouclés de Mia. Pas le genre qui perd quelques centaines de dollars à une soirée de poker. Le genre qui emprunte 80 000 dollars à des gens dont le métier est de briser des os. Elle s'est arrêtée, attendant sa réaction. Attendant une exclamation de choc ou un conseil inutile. Mais il n'a rien fait. Il a seulement écouté. Il a disparu. Il y a 6 mois, simplement parti. Il m'a laissé avec sa dette, sa fille, et un propriétaire qui se fiche de mon histoire triste. Sa voix a un peu tremblé. D'être tremblé, mais elle l'a forcé à se raffermir. J'ai perdu mon travail parce qu'ils sont venus 2 fois là où je travaillais. Ils ont fait peur aux clients. Mon patron a dit qu'il ne pouvait pas prendre ce risque. Mia a bougé sur ses genoux, a fait un petit bruit de se mettre, puis sur sa main, puis s'est rendormie. Gianna a embrassé le sommet de sa tête. Elle a respiré l'odeur du shampoing pour enfants, la seule odeur qui pouvait encore la maintenir ancrée à la terre. Et maintenant, il nous surveille. Sa voix n'était presque qu'un murmure. Ils ont pris une photo d'elle, ma fille, à sa garderie. Ils me l'ont envoyée comme si de rien n'était. C'est là qu'elle l'a vu, le changement. Petit, presque impossible à remarquer si elle n'avait pas été en train de le regarder. Sa mâchoire s'est crispée. Pas beaucoup, juste un léger mouvement sous la peau. Un muscle qui se tend, puis se relâche en un instant. Mais c'était assez. Et assez pour que Gianna sache que ce qu'elle venait de dire avait touché quelque chose en cet homme. Quelque chose de profond, de sombre et de très, très dangereux. Il ne parlait toujours pas, regardait toujours droit devant lui, mais il ne regardait plus au loin. Il était là, maintenant, entièrement là. Et Gianna, sans comprendre pourquoi, et sentit que pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un l'écoutait vraiment. Gianna ne savait pas depuis combien de temps elle parlait. Les mots sortaient d'elle comme l'eau d'un barrage qui cède, dans le désordre, sans chercher à être clair ou cohérent. Elle lui a parlé des nuits blanches passées à éplucher les offres d'emploi, à envoyer des candidatures partout où l'on embauchait, des supermarchés au poste de plongeur, et comment chaque refus creusait une nouvelle blessure dans le peu de confiance qui lui restait. Elle lui a parlé du studio dans le Bronx où l'eau chaude ne coulait que la moitié de la journée, où les murs étaient si fins qu'elle entendait son voisin tousser la nuit, où elle avait déjà 2 mois de loyer de retard et savait que son propriétaire n'attendrait pas le troisième. Elle lui a parlé de Tommy, son jeune frère de 19 ans, en première année à l'Université de New York avec une bourse partielle. Le garçon le plus intelligent qu'elle ait jamais connu. Il croyait toujours que sa sœur avait tout sous contrôle, que d'une manière ou d'une autre, les choses étaient encore gérées, parce qu'elle ne l'avait jamais laissé voir le contraire. Il pense que je m'en sors, dit-elle avec un petit rire qui n'avait rien de joyeux. Il m'appelle tous les dimanches et je lui dis que tout va bien. Chaque dimanche, je mens à la seule famille qu'il me reste. L'homme ne l'a toujours pas interrompu. Il n'a pas hoché la tête juste pour combler le vide. Il ne l'a pas regardé avec pitié. Il est simplement resté assis là, absorbant chaque mot, chaque phrase. Et Gianna a eu l'étrange sentiment qu'il pesait tout ce qu'elle disait. Non pas pour la juger, mais pour comprendre.
pour vraiment comprendre, comme si cela comptait pour lui, bien qu'elle ne puisse imaginer pourquoi. Puis il a parlé. Pour la première fois depuis qu'elle parlait, il a ouvert la bouche. Et la question était si brève que Gianna l'a presque manqué. Combien? Elle a cligné des yeux. Quoi? La dette? Combien devez-vous? 80 000 dollars. Il n'a pas réagi aux chiffres. Il n'a pas pris une grande inspiration, n'a pas froncé les sourcils, n'a pas secoué la tête. 80 000 dollars. Une somme qui, pour Gianna, ressemblait à une montagne infranchissable. Pour cet homme, cela semblait n'être qu'un chiffre. Qui collecte? Gianna a hésité. C'était la première fois qu'elle vacillait depuis qu'elle avait commencé à parler. Dire le nom. Dire le nom de l'homme qui la menaçait à un parfait inconnu sur un banc de parc. Mais ensuite, elle s'est souvenue de la photo de Mia à la garderie. S'est souvenue du message. S'est souvenue de la façon dont il s'était présenté au restaurant où elle travaillait. Elle avait regardé comme si elle leur appartenait. Elle avait déjà tout perdu. Que restait-il à protéger? Un homme nommé Frank, dit-elle. Et le monde a changé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. C'est seulement que les yeux de l'homme à côté d'elle sont devenus plus sombres, comme si quelqu'un avait tiré un rideau derrière ses pupilles. Recouvrant la douceur qu'elle avait entrevue en lui quand il s'était assis sur ce banc quelques minutes plus tôt. Il connaissait ce nom. Gianna n'avait pas besoin qu'il le confirme. Elle l'a vu dans la façon dont sa mâchoire s'est durcie, dans la façon dont ses doigts se sont légèrement crispés sur son genou, puis se sont détendus, lentement, de manière contrôlée, comme s'il retenait quelque chose qui, s'il était libéré, deviendrait très, très mauvais. Il s'est levé. Le mouvement était net et décidé. Pas précipité, mais sans hésitation. Gianna a levé les yeux vers lui, son cœur battant plus vite sans savoir pourquoi. Il a glissé une main dans la poche intérieure de son costume et en a sorti une carte. Petite, noire, avec des lettres argentées. Pas de logo, pas de titre, pas d'adresse. Juste un nom et une série de chiffres. Il la lui a tendue et Gianna a remarqué que sa main ne tremblait pas du tout. Pas même légèrement. Stable comme la pierre. Appelez-moi avant la fin de vos 72 heures, a-t-il dit. Je m'en occupe. Gianna a regardé la carte, puis l'a regardé lui. Pourquoi? Un seul mot, mais il contenait tout. Pourquoi vous en souciez-vous? Pourquoi m'aidez-vous? Pourquoi un homme dans un costume valant des milliers de dollars s'arrêterait-il pour une mère célibataire pleurant sur un banc de parc? Nico Valente a baissé les yeux sur Mia. La petite de 3 ans dormait toujours dans les bras de sa mère. Sa petite main agrippait un pli de la chemise de Gianna, complètement inconsciente du monde qui menaçait de l'engloutir. Il a regardé l'enfant plus longtemps qu'il n'avait regardé quoi que ce soit d'autre depuis qu'il s'était assis sur ce banc. Parce qu'aucun enfant ne devrait payer pour les péchés de quelqu'un d'autre. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Le dos droit, les pas réguliers, sans jamais regarder en arrière. Sa silhouette s'est fondue dans le flot de gens qui se déplaçaient le long du sentier du parc, passant devant des joggers, des couples se tenant la main et des enfants qui riaient. Et pendant quelques secondes, il n'était qu'un costume noir au milieu d'un après-midi d'octobre. Puis il a complètement disparu. Gianna est restée là, seule, Mia dormant toujours. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Elle a baissé les yeux sur la carte dans sa main et a réalisé que ses doigts tremblaient. Elle a lu le nom imprimé dessus, l'a relu encore, et cela n'a suscité en elle qu'un vague sentiment obsédant. Le sentiment que quelque chose venait de se passer sur ce banc de parc, quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'elle pouvait comprendre à ce moment-là. Le trajet en bus pour retourner dans le Bronx a duré 40 minutes, mais Gianna ne s'en est souvenue d'aucune. Elle tenait Mia d'un bras tandis que l'autre gardait la carte noire dans la poche de son manteau. Son pouce caressait le bord encore, comme si en cessant de la toucher, elle disparaîtrait et tout cela ne serait qu'un rêve. Quand elle est revenue au studio du 3e étage, elle a poussé la porte avec son épaule car ses 2 mains étaient occupées. Elle a déposé Mia dans le petit berceau contre le mur, puis a ouvert le réfrigérateur. Une lumière jaune pâle s'en est échappée, illuminant le vide à l'intérieur. Une boîte de lait maternisé presque terminée. Une demi-mèche de pain, un pot de beurre de cacahuètes presque vide. Elle a préparé le lait de Mia et attendu qu'elle finisse de boire, lui a essuyé la bouche, l'a mise en pyjama et a rabattu la couverture sur elle.
Mia a bâillé une fois, puis a fermé les yeux presque immédiatement. Avec le sommeil insouciant d'une enfant de 3 ans qui ne savait pas que sa mère comptait chaque heure. Gianna s'est assise par terre à côté du lit de sa fille, a appuyé son dos contre le mur et a sorti son téléphone. Une fissure traversait l'écran en diagonale du coin gauche au coin droit. Elle l'utilisait ainsi depuis près d'un an car elle n'avait pas l'argent pour le remplacer. Elle a ouvert le navigateur et a tapé 2 mots dans la barre de recherche. Nico Valente, les résultats sont apparus en moins d'une seconde et Gianna a souhaité ne jamais avoir appuyé sur le bouton de recherche. Le premier résultat était un article du New York Post datant d'il y a 4 ans. Le titre mentionnait la famille Valente et ses liens avec le crime organisé à New York. Le genre de monde des 5 familles dont elle n'avait entendu parler que dans les films. Le deuxième résultat était une longue analyse d'un journal d'investigation. Il parlait de l'empire immobilier de cette famille, des quais de Brooklyn que personne n'osait louer sans l'approbation d'un nom. Et ce nom était Valente. Le troisième résultat avait des photographies. Gianna l'a vu, le même visage, les mêmes yeux sombres, mais sur cette photo, il n'était pas assis sur un banc de parc. Il sortait d'une voiture noire polie devant un palais de justice fédérale. Des avocats des deux côtés, des journalistes tout autour de lui. Et son visage était si froid que Gianna ne pouvait pas le relier à l'homme qui avait regardé Mia avec des yeux adoucis quelques heures plus tôt. Elle a continué à lire. Chaque article mentionnait la violence. Pas une violence imprudente, mais quelque chose de précis, de calculé. Le genre de violence qui ne laisse aucune preuve parce que les preuves n'existent pas. Des gens qui disparaissent sans laisser de traces. Des entreprises rivales qui brûlent dans la nuit. Des témoins qui retirent leurs témoignages. Et au centre de tout cela se trouvait Nico Valente. 36 ans, héritier de l'empire de son père, Don Polo Valente. Il le dirigeait depuis l'âge de 22 ans. Jamais condamné pour une seule accusation, même si le FBI essayait depuis près d'une décennie. Gianna a éteint l'écran. Sa main tremblait. Elle a regardé la carte noire posée sur le sol à côté de son genou. Les lettres argentées brillaient sous la lumière fluorescente bon marché du studio. Elle voulait la déchirer, la jeter à la poubelle. Et oublier que cet après-midi, elle s'était assise à côté d'un chef de la mafia et lui avait tout raconté de sa vie. Elle a tendu la main, sur le point de prendre la carte pour la déchirer en deux. Quand son téléphone a vibré, un nouveau message, un numéro inconnu, le même qui avait envoyé la photo de Mia à la garderie. Elle l'a ouvert et le sang dans ses veines s'est glacé. C'était une photo de la porte de son appartement. La même porte qu'elle avait franchie moins d'une heure plus tôt. Prise depuis le couloir, claire jusqu'au numéro de la chambre et la tache de peinture écaillée dans le coin inférieur. Sous la photo, une seule ligne de texte. Bel endroit. Porte mince, cependant. Gianna a fixé la photo. Puis la porte, la vraie porte, juste là, à 3 pas. La porte mince qu'elle verrouillait chaque nuit avec un loquet bon marché. Un loquet que n'importe qui pouvait briser d'un seul coup de pied. Ils avaient été là, juste dehors, pendant qu'elle et Mia étaient à l'intérieur. Elle s'est précipitée dans la salle de bain et a vomi. Il n'y avait rien dans son estomac à régurgiter. Alors elle s'est seulement pliée au-dessus des toilettes, ses muscles abdominaux se tordant, les larmes coulant sur son visage sans qu'elle puisse les contrôler. Elle s'est aspergée le visage d'eau froide, a posé les 2 mains sur le lavabo et s'est regardée dans le miroir. Le visage qui la regardait semblait plus vieux que 28 ans. Des yeux creux, une peau pâle, des lèvres gercées. Elle est retournée dans la pièce. Mia dormait toujours, ses petits doigts encore serrés autour du coin de la couverture. Gianna a regardé sa fille, puis la carte noire sur le sol, puis la porte fragile. 80 000 $ de dette d'un côté, un chef de la mafia de l'autre. 2 démons, et elle devait en choisir un. Elle a appelé à minuit 23. Non pas parce qu'elle avait pris une décision, mais parce qu'elle a entendu des pas dans le couloir, lents et lourds, s'arrêtant devant la porte de son appartement pendant 3 secondes avant de continuer. Et ces 3 secondes ont suffi à lui faire comprendre que cette porte mince ne protégeait rien du tout. Elle a composé le numéro sur la carte avec des doigts qui tremblaient si fort qu'elle a dû le faire 2 fois. Le téléphone a sonné 3 fois. C'est Gianna, du parc. Une demi-seconde de silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix est parvenue. Pas endormie, pas surprise. Calme. Comme s'il attendait cet appel depuis qu'il avait quitté ce banc de parc cet après-midi-là. Je sais,
Demain matin, 9 heures. Je vous enverrai l'adresse. Puis il a raccroché. Il n'a pas demandé si elle allait bien. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Juste une instruction sèche et le bourdonnement mort de la ligne. Gianna a fixé l'écran sombre, puis le message avec l'adresse qui est apparu 3 secondes plus tard. Une adresse à Midtown Manhattan. Elle a posé le téléphone et s'est allongée à côté de Mia, mais le sommeil n'est pas venu. Elle est restée là, à fixer le plafond, écoutant les tuyaux goûter à l'étage supérieur, écoutant le cri lointain d'une ambulance quelque part dans la rue, écoutant la respiration régulière de sa fille de 3 ans à côté d'elle, et pensant aux 80 000 $, à Frank, à la photo de la porte, à l'homme sur le banc de parc avec la cicatrice à la nuque, et à la façon dont ses yeux s'étaient assombris quand il avait entendu le nom de Frank. Aux articles, aux morts, aux gens qui avaient disparu. Sa main tenait toujours la carte, serrée dans sa paume toute la nuit. Et quand le ciel a commencé à s'éclaircir, elle a ouvert la main. Elle a vu que le bord de la carte avait laissé une ligne rouge profonde sur sa peau, aiguë comme une marque de couteau. Elle a posé soigneusement la carte noire sur le bord du lavabo, s'assurant qu'aucune goutte d'eau ne toucherait les lettres argentées. Avant d'entrer dans la douche, elle s'est levée à 6 heures. Mia dormait encore. Gianna est entrée dans la salle de bain, pas plus grande qu'un placard. Elle a ouvert le robinet, a attendu 30 secondes que l'eau se réchauffe, puis a pris une douche rapide. Elle s'est tenue devant l'armoire, les 2 portes ouvertes, regardant les quelques vêtements suspendus à l'intérieur. Elle a choisi la blouse blanche, la seule qui avait encore l'air décente, même si le col commençait à s'effilocher, et que le deuxième bouton du bas avait été recousu avec un fil qui ne correspondait pas. Un pantalon noir, le seul dont les genoux n'étaient pas délavés. Des ballerines noires, les seules chaussures qu'elle possédait qui n'étaient pas déchirées. Bien que les semelles fussent si usées qu'elle sentait chaque caillou sous ses pieds quand elle marchait. Elle s'est tenue devant le petit miroir de la salle de bain et s'est regardée. Le visage qui la fixait était toujours fatigué, toujours cerné de cercles sombres sous les yeux, toujours marqué par une peur qu'elle ne pouvait cacher, peu importe ses efforts. Mais il y avait autre chose ce matin dans ses yeux. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose proche de la résolution. Le regard de quelqu'un qui avait déjà touché le fond et qui savait que peu importe où mènerait la prochaine étape, ce ne pourrait pas être pire que de rester immobile. Elle a porté Mia à l'appartement d'à côté et a frappé doucement. Madame Patricia Webb a ouvert la porte. 68 ans, cheveux argentés relevés, robe de chambre à fleurs. Des yeux gentils mais vifs. C'était la seule personne dans cet immeuble qui avait jamais aidé Gianna sans rien vouloir en retour. Celle qui gardait Mia chaque fois que Gianna devait aller à un entretien d'embauche. Celle qui laissait discrètement des boîtes de lait maternisées devant sa porte et prétendait ne rien savoir. « J'ai besoin de quelques heures, » a dit Gianna. « J'ai une réunion. » Madame Webb l'a regardé de haut en bas, a remarqué les vêtements fraîchement repassés, les yeux rouges creusés par le manque de sommeil, et n'a rien demandé de plus. Elle a simplement tendu les bras vers Mia. « Prends ton temps, ma chérie. » Gianna a embrassé Mia sur le front, lui a murmuré à l'oreille que maman l'aimait. Puis elle est retournée dans le couloir, a refermé la porte, et est restée là 1 seconde, inspirant, expirant. Puis elle a descendu 3 étages d'escalier, a traversé la porte d'entrée du vieil immeuble, est sortie dans une rue du Bronx déjà animée par les bus et les klaxons, et l'odeur de café du magasin du coin. Elle a marché 4 pâtés de maison jusqu'à la station de métro, a passé une carte de métro presque vide, est montée dans la ligne 6 en direction de Manhattan, vers la tour de verre de Midtown, où l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré l'attendait. Elle se tenait dans le wagon bondé, une main agrippant la barre, l'autre enroulée autour de la carte noire dans la poche de son manteau, et elle ne savait pas si elle se dirigeait vers le salut ou vers le bord d'un abîme. Mais elle avançait, et aujourd'hui, cela seul suffisait. L'immeuble ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. Il n'y avait pas d'emblème de crâne, pas de portail en fer, rien qui ne crie que c'était le centre opérationnel d'une famille du crime. Cela ressemblait à une société immobilière haut de gamme. Sa façade en verre bleu reflétant le ciel de Manhattan. Un petit logo élégant gravé sur la porte tournante en acier inoxydable. Le genre d'immeuble que Gianna croiserait tous les jours sans jamais penser à y entrer. Elle est restée sur le trottoir d'en face pendant près de 2 minutes avant de traverser la rue. Les gens qui se déplaçaient dans le quartier
étaient tous vêtus de costumes finement taillés, de chaussures en cuir poli, maillettes à la main, téléphone collé à l'oreille. Marchant d'un pas rapide et assuré, celui de gens qui savent exactement où ils vont et ce qu'ils valent. Gianna a baissé les yeux sur ses ballerines usées et a failli retourner vers la station de métro. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a franchi la porte tournante et le monde a changé. À l'intérieur du hall, tout était silencieux d'une manière inquiétante. Sol en marbre noir, murs gris, plantes décoratives placées avec une précision si exacte qu'elle semblait mesurer au dernier centimètre. Un long bureau de réception en granit noir avec 2 personnes assises derrière, belles et froides comme des statues. Mais la première chose que Gianna a remarquée n'était pas le luxe. C'étaient les hommes. Ils se tenaient à chaque coin, vêtus de costumes. De minuscules oreillettes presque invisibles près de leurs oreilles. Leurs yeux la balayant dès son entrée et l'évaluant en moins d'1 seconde. Pas du personnel d'entreprise, des gardes du corps. Il y avait des caméras partout, petites, discrètes. Mais elle les a remarquées parce qu'elle avait appris à tout remarquer. Depuis que des gens avaient commencé à la surveiller. Elle se sentait tellement déplacée. C'en était presque risible. La blouse au col effiloché, le bouton recousu avec un fil dépareillé, les chaussures usées. Tout cela au milieu d'un endroit où même le portier semblait plus cher que tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait pas sa place ici. Chaque cellule de son corps le savait. Gianna Val. La voix venait de sa droite. Elle s'est retournée et a vu une femme s'approcher. Environ 40 ans, cheveux noirs coupés juste aux épaules, un visage fin avec des pommettes hautes et des yeux bruns qui ne manquaient rien. Elle portait un costume gris foncé, aucun bijou à l'exception d'une montre à petit cadran, et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à contrôler chaque pièce où elle entrait. « Je suis Carla Montero. Suivez-moi. » Pas de poignée de main, pas de sourire, pas de demande pour savoir si le voyage s'était bien passé. Elle s'est simplement retournée et a marché, supposant que Gianna la suivrait. Et Gianna l'a fait. À travers le hall, devant les yeux vigilants des gardes du corps, dans un ascenseur privé que Carla a ouvert avec une carte clé. Les portes se sont refermées et Gianna a aperçu son reflet sur la paroi en acier poli. Elle avait de l'air petite, effrayée, déplacée. Mais elle était toujours là. L'ascenseur s'est arrêté au dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur un large couloir. Murs blancs, peinture abstraite accrochée à intervalles réguliers. Une lumière douce provenant de luminaires encastrés au plafond. Au bout du couloir se trouvait une porte en chêne foncé. Pas de plaque de nom, pas de numéro de chambre. Carla a frappé une fois, puis a ouvert sans attendre de réponse. Elle est là. Puis elle s'est écartée. Gianna est entrée et la pièce l'a engloutie. Pas parce qu'elle était grande, bien qu'elle le fût, mais à cause de l'air à l'intérieur. Les rideaux étaient à moitié tirés, filtrant la lumière en bande dorée sur le parquet en bois sombre. Le mobilier était tout noir et brun foncé. Des bibliothèques couraient le long d'un mur. Un énorme bureau en noyer au centre, 2 fauteuils en cuir noir lui faisant face. L'odeur de chêne et de whisky flottait dans l'air, faible mais impossible à ignorer. L'odeur de l'argent ancien et du pouvoir silencieux. Derrière le bureau, des fenêtres du sol au plafond s'ouvraient sur une vue imprenable de Manhattan. La ligne d'horizon ressemblait à une rangée de dents d'argent sous le soleil du matin. Et Nico Valente se tenait là, devant la vitre, le dos tourné vers elle. Costume noir, sans cravate, un bouton de sa chemise laissé ouvert au col. Quand il l'a entendu entrer, il s'est retourné et s'est levé pour l'accueillir. Pas levé parce qu'il était assis, mais dans la façon dont il s'est tourné complètement vers elle et légèrement incliné la tête, et a attendu qu'elle s'approche sans faire un pas en avant pour la dominer. Un petit geste que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Mais Gianna l'a remarqué, parce qu'elle avait vécu assez longtemps avec un homme qui ne se levait jamais pour elle, ne tenait jamais une porte, ne la regardait jamais comme si elle méritait le respect. « Asseyez-vous » a dit Nico, sa voix égale, une main indiquant le fauteuil en cuir en face du bureau. Gianna s'est assise. Il s'est assis en face d'elle. Entre eux s'étendait la large surface en noyer, ne contenant rien d'autre qu'un verre d'eau déjà versé de son côté et une tasse d'expresso du sien. Elle a regardé l'eau, puis l'a regardé lui et a attendu. Il l'a regardé en retour, sans se presser, sans parler tout de suite. Et dans ces quelques secondes de silence,
Gianna a compris que tout ce qui allait être dit dans cette pièce déciderait de tout. Frank Del Vecchio, a dit Nico, et le nom est tombé de sa bouche comme quelque chose de malodorant qu'il était forcé de toucher. Je le connais, mieux que vous ne le pensez. Gianna n'a rien dit. Elle était assise le dos droit dans le fauteuil en cuir, les deux mains posées sur ses genoux, attendant. Nico a pris une gorgée d'expresso, puis a reposé la tasse. Lentement et précisément, chaque mouvement sous contrôle, comme s'il n'avait jamais rien fait de pressé dans sa vie. Il travaillait pour ma famille il y a des années. Recouvrement de bas niveau, le genre de sale boulot que personne ne veut, mais que quelqu'un doit faire. Il a fait une pause, ses yeux regardant au-delà d'elle, vers quelque chose de plus lointain que le mur derrière elle. Mais Frank avait un problème. Il aimait trop le pouvoir. Il a commencé à gérer ses propres opérations de prêt à côté, facturant des taux d'intérêt qui feraient rougir une banque. Et quand les gens ne pouvaient pas payer, il ne se contentait pas de les menacer. Silence. Ils s'en prenaient à leur famille. Gianna a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire parce qu'elle le vivait. Je l'ai découvert, a continué Nico, sa voix plate, sans émotion, comme s'il lisait un rapport financier. Je lui ai donné un avertissement. Il n'a pas écouté, alors je l'ai coupé. Je l'ai retiré de toutes les opérations, de tous les contacts, de toute la protection que le nom Valentin offre. C'était il y a 4 ans. Il l'a regardé droit dans les yeux. Frank Del Vecchio dirige son petit empire sur du temps emprunté. Il n'a aucun soutien, aucun muscle qui vaille la peine, et aucune protection. La seule raison pour laquelle il est encore en activité, c'est que je ne l'ai pas considéré digne de mon attention. Jusqu'à maintenant. Gianna a dégluti difficilement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que les 80 000 $ que votre ex-mari lui devait, c'est du passé. Je vais les effacer. Pas un prêt, pas une faveur que vous me devrez plus tard. Pas un échange. Disparu. Elle a cligné des yeux. 80 000 $ effacés comme ça. En échange, a dit Nico. Et Gianna a senti tout son corps se tendre. Car le voilà, le prix. Le moment où elle découvrirait ce qu'il voulait vraiment. Vous venez travailler pour moi. Elle a cessé de respirer. Je possède un restaurant à Soho, Fontana. Italien, haut de gamme, affaires légitimes. Déclaration fiscale propre, inspection sanitaire parfaite, tout est en règle. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la salle. Quelqu'un qui sait comment traiter avec les gens, gérer la pression, réfléchir rapidement. D'après ce que vous m'avez dit hier, vous avez fait ça toute votre vie. Gianna a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle s'était préparée à tout. Préparée à être forcée à faire quelque chose d'illégal. Préparée à devoir refuser quelque chose de dégoûtant. Préparée à fuir cette pièce. Elle ne s'était pas préparée à une offre d'emploi légitime. Vrai salaire, vrai contrat, avantages sociaux. Vous rendrez compte à Carla, la femme qui vous a fait monter. C'est elle qui gère le quotidien. Il s'est adossé à son fauteuil. Voilà l'accord. Je ne comprends pas, a dit Gianna, et sa voix est sortie plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Car la méfiance s'était trop profondément ancrée en elle pour être effacée par une offre qui semblait trop belle. J'ai lu des choses sur vous. Je sais ce que vous faites, ce que votre famille le fait. Alors, pourquoi feriez-vous ça pour moi? Qu'est-ce que vous y gagnez? Nico n'a pas froncé les sourcils. Il n'a pas semblé offensé. Il l'a regardé et Gianna a vu quelque chose changer derrière ses yeux sombres. Rapide, presque trop rapide à saisir. Comme une lumière qui clignote une fois dans une pièce sombre, puis disparaît. Je ne suis pas un homme bon, Gianna. Il ne l'a pas dit pour l'impressionner. Il ne l'a pas dit pour la menacer. Il l'a dit comme un homme énonce un fait avec lequel il a vécu trop longtemps pour ressentir quoi que ce soit. J'ai fait des choses qui vous empêcheraient de dormir la nuit. Des choses pour lesquelles je ne m'excuserai pas. C'est ce que je suis. Il a fait une pause. Mais j'ai des règles. Et la première règle, c'est qu'on n'utilise pas l'enfant d'une femme pour la menacer. On ne s'en prend pas aux enfants. On ne touche pas à ce qui ne peut pas se défendre. Sa voix n'a pas monté, mais Gianna pouvait sentir le poids derrière chaque mot, comme des pierres tombant dans une eau profonde. Ma mère a été tuée quand j'avais 14 ans, a-t-il dit, et la pièce a changé. L'air s'est épaissi. La lumière filtrant à travers les rideaux semblait plus sombre. Elle me tenait dans ses bras quand c'est arrivé. J'ai senti ses bras se relâcher autour de moi avant de comprendre ce qu'était le bruit. J'avais 14 ans et j'étais couvert du sang de ma mère
et je ne pouvais rien faire. Silence. Pas un silence poli, un silence lourd. Le genre de silence qui pesait sur la poitrine de Gianna jusqu'à ce qu'elle oublie de respirer. Je n'ai pas pu sauver ma mère. Il l'a regardée et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce, ses yeux n'étaient pas froids. Pas chauds exactement, mais il y avait quelque chose là, profond, blessé, réel. Mais je peux m'assurer que personne n'utilise votre fil contre vous. Ça, je peux. Je peux le faire. Gianna est restée immobile. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle a regardé l'homme en face d'elle et elle n'a pas vu un chef de la mafia. Elle n'a pas vu un tueur. Elle a vu un garçon de 14 ans tenant sa mère et incapable de faire quoi que ce soit. Elle ne lui faisait pas confiance. Pas encore. Peut-être qu'elle ne le ferait jamais complètement, mais elle le comprenait. Et parfois, la compréhension suffit pour continuer à avancer, même quand la confiance n'est pas là. D'accord, a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais elle ne tremblait pas. Je le ferai. Nico a hoché la tête une fois. Il n'a pas souri. Il n'a pas dit bien ou bienvenue. Il a seulement hoché la tête comme s'il avait connu sa réponse avant qu'elle ne parle. Pas par arrogance, mais parce qu'il comprenait que lorsque vous êtes au bord d'un abîme et qu'une main se tend, vous la prenez. Peu importe à qui appartient cette main. Tout s'est passé plus vite que Gianna n'aurait pu l'imaginer. Elle s'était à peine levée du fauteuil en cuir, avait à peine serré la main de Carla Montero et pris le dossier contenant le contrat de travail que Carla avait déjà préparé, comme si tout avait été décidé avant même qu'elle ne mette les pieds dans le bâtiment. Quand Nico a décroché le téléphone sur son bureau, il ne l'a pas regardé quand il a passé l'appel, n'a regardé personne. Ses yeux sont restés baissés sur la surface en noyer. Une main tenant le téléphone, l'autre posée à plat sur le bureau. Les doigts ne tapotant pas, ne tremblant pas, complètement immobiles. Il a parlé en italien. Gianna ne comprenait pas l'italien. Mais elle n'avait pas besoin de comprendre les mots pour comprendre le ton. C'était calme. Calme d'une manière qui lui a donné la chair de poule. Il ne montait pas, ne descendait pas, ne s'aiguisait sur aucun mot particulier. Juste un flux régulier de sons qui semblait en quelque sorte plus effrayant que n'importe quel cri qu'elle avait jamais entendu Derrick pousser quand il était ivre. L'appel a duré moins de 2 minutes. Nico a reposé le téléphone, puis a regardé vers le coin de la pièce. Un homme s'y tenait immobile depuis le moment où Gianna était entrée, bien qu'elle ne l'ait remarqué que maintenant. Grand, solide, la peau foncée, avec un visage aussi inexpressif qu'un mur de briques, portant un costume noir et une oreillette presque invisible. Nico n'a dit qu'une seule phrase en anglais. Ray, occupe-t'en. L'homme nommé Ray Santos a hoché la tête une fois, puis a disparu par une porte latérale que Gianna n'avait même pas su qu'elle existait. Il n'a pas posé une seule question. N'a pas eu besoin d'explication, comme si ces 2 mots contenaient toutes les instructions dont il avait besoin. Carla a posé une main sur l'épaule de Gianna, légère mais ferme. « Je vous raccompagne, vous commencez lundi. » Gianna a regardé Nico une dernière fois avant de quitter la pièce. Il s'était déjà détourné. Debout devant le mur de verre, regardant Manhattan, téléphone à la main. Et elle savait que pour lui, la partie la concernant était terminée. Le reste appartenait à son monde, et elle n'y avait pas sa place. Pas encore. Carla l'a escorté jusqu'au hall, lui a remis une petite enveloppe contenant des informations sur Fontana, son emploi du temps, et une toute nouvelle carte d'employé avec son nom imprimé dessus. Tout avait été préparé, comme si Nico Valente n'avait jamais douté un seul instant qu'elle dirait oui. Gianna est sortie dans une rue de Midtown, la lumière du soleil lui frappant le visage. Les klaxons, les voix et l'agitation de la ville tout autour d'elle. Et elle laisse rester là un moment sur le trottoir, serrant l'enveloppe contre sa poitrine, essayant de comprendre que ce matin, elle était montée dans le métro avec une dette de 80 000 $ pesant sur sa tête. Et maintenant, elle se tenait là avec un contrat de travail. Et la promesse que tout serait réglé. Elle est revenue dans le Bronx un peu avant 1 heure de l'après-midi, est récupéré Mia de l'appartement de Madame Webb, puis est retournée au studio. L'après-midi s'est écoulé lentement. Elle a nourri Mia, a joué avec elle, lui a lu des histoires, a essayé de vivre un après-midi ordinaire alors que tout en elle était encore en ébullition. À 7 heures du soir, Mia s'est endormie. À 8 heures, Gianna s'est assise par terre à côté du lit de sa fille, le dos contre le mur, fixant le plafond. À 9h17 ce soir-là, Ray Santos a franchi la porte du bureau de Nico au dernier étage de l'immeuble de Midtown.
Gianna n'était pas là pour le voir. Mais si elle l'avait été, elle aurait vu la petite tache de sang sur la manchette de la chemise blanche de Ray, juste là où le poignet rencontre la paume. Comme s'il avait saisi quelque chose ou quelqu'un de bien trop fort. Nico a regardé le sang, n'a pas posé de questions. Ray n'a pas expliqué non plus. Il a seulement hoché la tête une fois. C'est fait. À 10h20 ce soir-là, le téléphone de Gianna a vibré. Un message d'un numéro qui n'était pas dans ses contacts. La dette a été réglée. Personne ne vous contactera plus. Gianna a lu le message, l'a relu, l'a lu une troisième fois. 80 000 $. La somme qui lui pesait sur la poitrine depuis 6 mois. La somme qui lui avait coûté son travail, son sommeil, son poids, presque sa maison. Disparue en quelques heures avec un appel téléphonique et 2 mots. Elle ne savait pas exactement ce qui était arrivé à Frank Del Vecchio cette nuit-là. Ne savait pas ce que Ray Santos avait dit, ce qu'il avait fait, quelle menace il avait proférée. Elle savait seulement qu'à partir de ce moment, plus aucune photo n'arrivait. Plus de messages de minuit. Plus d'ombres se tenant devant sa porte. Frank était toujours en vie. Elle le supposait. Nico avait dit que Frank n'avait pas encore franchi la dernière ligne. Et elle comprenait que dans le monde de Nico Valente, cette dernière ligne était du genre dont on ne revient jamais une fois qu'on l'a franchie. Frank avait été averti, forcé d'effacer la dette, humilié devant le monde interlope. Mais il respirait encore. C'était la miséricorde de Nico. Et c'était plus terrifiant que n'importe quelle punition. Parce que cela signifiait qu'il avait choisi de laisser Frank vivre. Et ce pouvoir, le pouvoir de décider qui vivait et qui ne vivait pas, était ce qui glaçait le sang de Gianna. Elle a posé le téléphone, a regardé Mia. Sa petite fille était blottie sous la couverture, les bras enroulés autour du petit ours en peluche dont le rembourrage était devenu mince, les lèvres légèrement entr'ouvertes, respirant régulièrement. Gianna a remonté la couverture sur l'épaule de sa fille, a passé une main dans ses boucles, et est restée assise là longtemps sans bouger, juste à l'écouter respirer. Pour la première fois depuis des mois, elle a pris une inspiration sans sentir sa poitrine se serrer. Pour la première fois depuis des mois, l'air a vraiment rempli ses poumons, profonds et pleins. Et quand elle l'a expiré, ce qui a quitté son corps avec ce souffle n'était pas seulement du dioxyde de carbone, mais 6 mois de peur, 6 mois de nuit blanche, 6 mois à voir son téléphone s'allumer et à vouloir le jeter contre le mur. Elle n'a pas pleuré. Elle avait déjà assez pleuré. Elle est simplement restée assise là, à côté de sa fille, dans ce minuscule studio du Bronx, et a respiré. Fontana n'avait pas de grande enseigne, seulement une petite plaque de bronze, pas plus grande qu'une main, montée à côté de la lourde porte en chêne. Gravée d'un seul mot dans une police si fine qu'il fallait s'arrêter et pencher la tête pour le lire. C'était le genre de restaurant où, si vous aviez besoin d'aide pour le trouver, vous n'aviez pas votre place. Façade en pierre grise, pas de fenêtre donnant sur la rue, pas de menu affiché à l'extérieur. Rien du tout, sauf la porte en bois, la plaque de bronze et le silence confiant d'un lieu qui savait que ses clients trouveraient leur propre chemin. Gianna se tenait devant cette porte à 8 heures le lundi matin. 30 minutes en avance, car elle préférait attendre dehors plutôt que d'arriver en retard le premier jour. Elle portait la même tenue que lors de sa rencontre avec Nico, car elle n'en possédait pas d'autre. Mais cette fois, elle l'avait lavée et repassée plus soigneusement, et avait recousu le bouton dépareillé avec du fil noir de la bonne teinte. Carla Montero a ouvert la porte à 8h30 précise. L'a vue debout, attendant. N'a rien dit sur son arrivée précoce, a seulement hoché la tête et est entrée. Gianna a suivi. À l'intérieur, Fontana était magnifique d'une manière sobre. Sols en coraux de terre cuite, murs enduits de plâtre crème chaud. Lampes suspendues en laiton projetant une douce lueur dorée. Tables en bois sombre dressées de nappes blanches impeccables. Et un long bar en marbre gris courant le long d'un mur. Tout parlait d'argent, mais jamais bruyamment. Carla n'a pas perdu de temps. Elle a commencé tout de suite, guidant Gianna à travers chaque section. De la cuisine où le chef inspectait les ingrédients du matin, jusqu'à la cave à vin au sous-sol, et dans le bureau des archives à l'arrière, une pièce pas plus grande qu'un placard, mais organisée jusqu'à la dernière feuille de papier. Elle a expliqué le système de réservation, la liste des invités de marque que Gianna devait connaître de visage et de nom, comment contacter les fournisseurs, comment gérer les plaintes.
Comment dire non d'une manière qui faisait que les gens se sentaient toujours respectés? Carla était stricte. Elle ne répétait rien deux fois et s'attendait à ce que Gianna fasse de même. Elle ne demandait pas si Gianna comprenait. Elle demandait répétez-moi ça. Puis elle attendait. Et si Gianna manquait ne serait-ce qu'un détail, elle le corrigeait immédiatement, mais linéaire. Vive et directe, jamais cruelle, mais jamais réconfortante non plus. Mais elle était juste. Quand Gianna a posé une question intelligente sur la répartition du personnel entre le service du midi et celui du soir, Carla a fait une pause d'une demi-seconde, l'a regardé, puis a légèrement hoché la tête. C'était le plus grand compliment que Gianna ait reçu de toute la journée, et elle savait qu'il valait plus que n'importe quel bon travail. Gianna s'est adaptée plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Ces 2 années dans son ancien restaurant ont commencé à compter. Même si Fontana était dans un monde entièrement différent, elle savait lire une salle, savait ce dont une table avait besoin avant que quiconque n'appelle, savait comment gérer un client irrité qui avait attendu trop longtemps sans aggraver la situation. Lorsqu'un habitué difficile s'est plaint que le vin n'était pas à la bonne température, Gianna a géré la situation avec calme et un sourire juste suffisant sans être soumis. Et l'homme est parti avec une nouvelle bouteille et la promesse de revenir. Carla se tenait au bar, observant toute la scène sans dire un mot. À la pause déjeuner, Gianna s'est assise sur une petite chaise près de la fenêtre de la cuisine. La lumière passait à travers le verre dépoli, et le cliquetis des casseroles formait une musique étrange mais apaisante. Elle a regardé dans la ruelle étroite derrière le restaurant, a vu la mince bande de ciel bleu entre deux murs de briques, et a pensé qu'il y a exactement une semaine, elle était assise sur un banc de Central Park, pleurant avec sa fille de 3 ans dans les bras, sans savoir de quoi demain serait fait. Et maintenant, elle était assise ici, dans ce restaurant, avec un contrat de travail dans son sac et la dette disparue. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. Reconnaissante, effrayée, méfiante, les trois à la fois, peut-être. À la fin de la journée, alors que Gianna rangeait les dossiers comme Carla le lui avait montré, elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle ne n'a pas regardé, mais elle a senti le changement dans l'air du restaurant. La façon dont le personnel de cuisine est devenu un peu plus silencieux. La façon dont Carla a posé son stylo et s'est redressée un peu. Nico est entré. Elle l'a vu à travers l'entrebâillement de la porte du bureau. Le costume noir familier, la démarche régulière. Ses yeux balayant rapidement le restaurant avant de s'arrêter sur Carla. Il n'a pas regardé vers Gianna, n'a pas posé de questions sur elle. N'est pas entré dans la pièce où elle était assise. Il a seulement parlé à Carla à voix basse. Et Gianna n'a saisi que quelques mots à travers la porte entr'ouverte. Comment va-t-elle? Carla a répondu d'une voix aussi plate qu'une table. Têtue. Ne demande d'aide à personne. Se débrouille toute seule. Un temps de silence. Puis Gianna a entendu quelque chose qu'elle a failli ne pas croire. Un petit son, presque inexistant, s'échappant de Nico Valente. Pas un rire, seulement un souffle un peu plus lourd que d'habitude. Le genre qui s'approche d'un sourire sans jamais en devenir un. Le genre de son fait par un homme qui a oublié comment sourire il y a longtemps, mais qui se souvient encore vaguement de ce que cela fait. Bien. 3 semaines ont passé et Gianna a commencé à respirer à un nouveau rythme. Son premier salaire est arrivé sur son compte. Et elle laisse rester dans une épicerie du Bronx pendant près de 10 minutes, juste à regarder l'étagère de lait maternisé. Parce que pour la première fois en 6 mois, elle pouvait acheter 2 boîtes au lieu de compter la dernière. Elle a payé le loyer de ce mois-ci à temps, a appelé son propriétaire et a dit « Le loyer a été envoyé », d'une voix calme qu'elle avait répétée 3 fois devant le miroir avant de pouvoir le dire sans trembler. Elle a envoyé de l'argent à Tommy par Venmo, 300 $, avec le message pour les livres et la nourriture. Ne discute pas. Et Tommy a rappelé immédiatement, demandant quel genre de travail elle avait trouvé qui lui laissait de l'argent en plus. Gianna lui a dit qu'elle gérait un restaurant italien à Soho. A entendu Tommy pousser un cri d'excitation à l'autre bout du fil, et elle a ri avec lui, même si son estomac se serrait. Parce que le reste de l'histoire était de la partie qu'elle ne raconterait jamais. À Fontana, elle a trouvé son rythme. Carla était toujours stricte, mais elle a commencé à confier plus de responsabilités à Gianna. De la gestion des réservations VIP à la coordination du personnel du soir. Et Gianna a tout absorbé comme une femme assoiffée devant de l'eau courante. Elle était douée pour ça, elle le savait.
Et Carla le savait aussi, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Puis il y avait Nico. Il a commencé à venir à Fontana plus souvent. La première semaine, une seule fois à la fin de la journée, parlant à Carla, puis partant. La deuxième semaine, 2 fois. La troisième semaine, presque tous les jours, et pas toujours pour une raison claire. Parfois, il s'asseyait au bar pendant 20 minutes, buvait un seul expresso, puis partait. Parfois, il entrait dans la cuisine et parlait au chef en italien. Sa voix complètement différente de celle qu'il utilisait en anglais. Plus douce, plus musicale, presque chaleureuse. Carla l'a remarqué. Gianna l'a vu jeter un coup d'œil à Nico, puis à elle, puis détourner le regard sans rien dire. Bien que le coin de la bouche de Carla se soit relevé d'une manière que Gianna ne pouvait dire si c'était un sourire ou un avertissement. Ray Santos l'a remarqué aussi. Gianna l'a surpris près de la porte du restaurant un après-midi. Ses yeux suivant Nico alors qu'il se dirigeait vers le bar où Gianna vérifiait le carnet de réservation. Et sur le visage habituellement inexpressif de Ray, il y avait quelque chose de proche de la surprise. Leur conversation était brève et elle commençait toujours par le travail. Nico lui a demandé son avis sur le nouveau menu. Elle lui a dit franchement que les entrées offraient trop de choix et que les clients perdraient du temps à décider au lieu de commander rapidement. Il l'a regardé pendant 2 secondes, puis a dit « Réduisez à 5 ». Et le chef a failli laisser tomber une casserole. Il a demandé ce qu'elle pensait de la foule du week-end. Elle lui a dit que les revenus du samedi étaient importants, mais que ceux du vendredi étaient faibles, parce que la carte des cocktails n'était pas assez variée pour les jeunes clients. Et il a hoché la tête. Et la semaine suivante, le bar avait 4 nouveaux cocktails. Elle parlait franchement. Pas de flatterie, pas de détour, pas de dire ce qu'elle pensait qu'il voulait entendre. Et il écoutait, vraiment écoutait. Gianna a commencé à remarquer les petits fragments. Pas les grands, pas les histoires ou les confessions, seulement les gestes. La façon dont Nico glissait une enveloppe supplémentaire de pourboire dans le casier du personnel de nettoyage quand il pensait que personne ne regardait. La façon dont il se levait chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Chaque fois, sans manquer une seule fois. Un petit geste qu'elle n'était pas sûre qu'il fasse consciemment. Ou si c'était simplement une habitude que sa mère lui avait enseignée quand elle était encore en vie. La façon dont il disait grazie à l'assistant de cuisine de 17 ans, avec le même ton doux qu'il utilisait avec les clients millionnaires. De petits morceaux de lumière, seulement de petits morceaux, mais elle les voyait. Puis est venue cette nuit-là. Mercredi, près de 11 heures, Gianna est restée tard pour finir les comptes après le départ du dernier employé. Le restaurant était sombre et silencieux, avec seulement la lumière du bar encore allumée parce qu'elle ne l'avait pas encore éteinte. Elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et a su que c'était lui avant même de lever les yeux. Nico est entré, mais pas le Nico qu'elle avait l'habitude de voir. Son costume était en désordre, le col de sa chemise froissé. Et le long du côté gauche de sa mâchoire, il y avait un bleu qui devenait déjà violet foncé, bien visible sous les lumières du bar. Il n'a pas expliqué, n'a pas dit bonjour. Il s'est seulement assis sur le tabouret de bar au bout du comptoir. Les 2 mains posées sur le marbre, fixant la rangée de bouteilles d'alcool disposées sur les étagères devant lui. Gianna n'a pas posé de questions. Elle ne savait pas pourquoi elle n'a pas posé de questions. Peut-être par instinct. Peut-être parce qu'elle comprenait que cet homme n'avait pas besoin de questions. Il avait besoin de quelqu'un qui n'en poserait pas. Elle est passée derrière le bar, a pris la bouteille de Macallan sur l'étagère du haut, a versé 2 doigts dans un verre, l'a posé devant lui. Puis s'est versé un verre d'eau et s'est assise à 3 tabourettes de distance. Elle n'a rien dit. Nico a pris le verre, a bu une gorgée et l'a reposé. Silence, mais pas un silence lourd. C'était le genre de silence qu'aucun d'eux n'avait besoin de combler. Le genre rare qui existe entre 2 personnes qui ne se connaissent pas depuis assez longtemps pour mériter de s'asseoir tranquillement ensemble sans malaise. Et pourtant, il existait entre eux aussi naturellement que la respiration. Gianna ne savait pas combien de temps ils sont restés comme ça. 10 minutes, peut-être 20. Puis le téléphone de Nico a vibré. Il a regardé l'écran, sa mâchoire se crispant, s'est levé et est sorti par la porte d'entrée. La porte s'est refermée, mais pas complètement, et sa voix est revenue par l'ouverture étroite. Gianna n'a pas essayé d'écouter, mais cette voix ne lui a pas laissé le choix. Froide, tranchante, chaque mot tombant comme une balle chargée. Il a donné des ordres en anglais cette fois. Courts et précis,
Et même si Gianna ne comprenait pas tout le contexte, elle en a entendu assez pour savoir que quelque part, quelqu'un ce soir allait regretter quelque chose de très, très profondément. Il est revenu à l'intérieur, a glissé le téléphone dans sa poche et l'a regardé une seconde. Merci pour le verre, a-t-il dit, sa voix redevenue normale, comme si l'appel n'avait jamais eu lieu. Puis il est parti. Gianna est restée là, seule dans le restaurant sombre. Le whisky inachevé était sur le comptoir. La chaleur de sa main sur le verre ne s'était pas encore refroidie, et elle s'est souvenue. Il n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un gentleman raffiné s'arrêtant pour un whisky tardif. Il était Nico Valente. Et même s'il se levait chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, même s'il glissait de l'argent dans des enveloppes pour le personnel de nettoyage, même s'il s'asseyait à côté d'elle dans le noir comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. 10 minutes plus tôt, il avait donné un ordre pour quelque chose qu'elle ne voulait pas savoir. Le lendemain matin, Gianna est arrivée à Fontana à l'heure. Quand Nico est passé cet après-midi-là, elle l'a salué d'un bref signe de tête au lieu du bon après-midi habituel. Elle a répondu à ses questions en 3 ou 4 mots au lieu des longues réponses directes auxquelles il s'était habitué. Elle a évité son regard. Nico l'a remarqué. Gianna savait qu'il l'avait remarqué parce qu'il a fait une pause au milieu d'une phrase, l'a regardé, et elle a vu qu'il comprenait. Mais il n'a pas posé de questions, n'a pas insisté, n'a pas expliqué. Il a seulement fait un léger signe de tête, s'est détourné et a quitté le restaurant plus tôt que d'habitude. Et ça, pensa Gianna en regardant la porte se refermer derrière lui, c'était peut-être la chose la plus effrayante à propos de Nico Valente. Pas l'appel téléphonique froid, pas le bleu le long de sa mâchoire, mais la façon dont il l'a regardé se retirer et n'a pas suivi. Parce que seul un homme vraiment dangereux est assez patient pour attendre. Madame Patricia a appelé à 6 heures du matin, la voix rauque à cause de la grippe, disant qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait pas garder Mia aujourd'hui, qu'elle toussait si fort qu'elle pouvait à peine se tenir debout et ne voulait rien transmettre à la petite fille. Gianna lui a dit de se reposer, que ce n'était pas grave, qu'elle trouverait une solution. Puis elle a raccroché et s'est tenue au milieu du studio, regardant Mia, assise par terre, essayant de forcer son pied dans une chaussure qu'elle avait mise à l'envers. Elle n'avait personne d'autre. Pas de parents à New York, pas d'amis proches à qui elle pouvait demander de garder sa fille. Pas d'argent pour appeler une babysitter à la dernière minute. Elle a appelé Carla, gardant sa voix aussi stable que possible. Elle a expliqué la situation et a demandé la permission d'amener Maya. 2 secondes de silence à l'autre bout du fil, puis Carla a dit « Amenez-la, gardez-la tranquille, n'en faites pas une habitude. » Et a raccroché. Gianna a poussé un soupir de soulagement, a habillé Mia, a mis des crayons et du papier dans son sac, puis a emmené sa fille dans le métro jusqu'à Soho. Quand elles sont arrivées à Fontana, elle s'est excusée à nouveau auprès de Carla, a promis que Mia resterait tranquille. Et Carla a seulement regardé la petite fille se cachant derrière la jambe de sa mère et a dit « Table du coin, loin de la cuisine », d'une voix sévère, bien que ses yeux fussent un peu plus doux que d'habitude. Gianna a installé Mia à la table dans le coin le plus éloigné du restaurant, loin de la zone de service, a étalé du papier blanc et des crayons devant elle. « Dessine-moi quelque chose de beau. »« D'accord, maman doit travailler. » Mia a hoché la tête, a pris un crayon rouge et a commencé à dessiner quelque chose qui était probablement un chat ou un nuage, ou les deux à la fois. Et Gianna est retournée au travail, jetant un coup d'œil à sa fille toutes les quelques minutes juste pour s'assurer qu'elle allait toujours bien. Le service du midi s'est déroulé sans problème. Mia est restée assise avec une patience étonnante pour une enfant de 3 ans, complètement absorbée par le coloriage, levant parfois la tête pour montrer un dessin à l'assistant de cuisine qui passait, avant de se pencher à nouveau sur son papier. Puis Nico est entré à 2 heures de l'après-midi. Elle a entendu la porte s'ouvrir, a senti le changement familier dans le rythme du restaurant quand il est entré, et a continué à travailler au poste d'accueil sans lever les yeux. Elle gardait toujours ses distances après cette nuit-là, après le whisky et l'appel téléphonique froid. Et elle pensait qu'il irait directement voir Carla ou dans la cuisine comme il le faisait habituellement. Mais il s'est arrêté. Gianna a levé les yeux et a vu Nico debout au milieu du restaurant, ses yeux fixés sur la table du coin où Mia était assise. Il se tenait complètement immobile. Pas le genre de pose qu'un homme fait en passant.
mais le genre où tout son corps s'arrête vraiment, comme si ses pieds avaient décidé avant que son esprit n'ait eu le temps de rattraper. Mia a levé les yeux. 3 ans, ne lisait pas les journaux, ne savait pas ce qu'était la famille Valland, ne savait pas d'où venaient les cicatrices sur les mains de l'homme. Elle a seulement vu un adulte debout près de sa table. Et elle a fait ce que n'importe quel enfant de 3 ans ferait face à quelqu'un d'intéressant. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es grand ». Nico Valente est l'homme que New York craignait, l'homme dont le nom pouvait faire taire une rue entière, l'homme qui n'avait laissé personne s'approcher pendant 22 ans. Elle regardait la petite fille aux cheveux bouclés, assise au milieu d'un fouillis de crayons et de serviettes gribouillées, et a dit « Oui, et tu es petite ». Mia a ri, le genre de rire que seuls les enfants ont, fort, clair, ne cachant rien du tout. Puis elle a pris un crayon bleu et le lui a tendu avec tout le sérieux de quelqu'un offrant une épée. « Dessine », a-t-elle dit. C'était un ordre, pas une demande. Et Nico Valente, un homme qui ne recevait d'ordre de personne de vivant, a tiré une chaise et s'est assis. Il a pris le crayon bleu. Et la main qui avait signé des ordres auxquels Gianna ne voulait pas penser a commencé à dessiner sur la serviette en papier. Une maison tordue, le toit penché d'un côté, les fenêtres inégales, la cheminée semblant sur le point de s'effondrer. Si maladroite que c'en était presque drôle. Mia a applaudi. « C'est une maison », a-t-elle crié. Puis elle a attrapé un crayon rouge et a dessiné un soleil au-dessus de la maison tordue, presque aussi grand que la maison elle-même, avec des rayons s'étendant dans toutes les directions. Nico a regardé le dessin, puis la petite fille. Et sur son visage habituellement inexpressif, il y avait quelque chose que Gianna n'avait jamais vu auparavant. Pas un sourire. Quelque chose de plus proche, de plus doux. Quelque chose qui avait été enfermé pendant très longtemps, essayant de trouver son chemin. Gianna se tenait à 6 pas derrière le poste d'accueil, et les larmes lui sont montées aux yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter. Pas parce qu'elle était triste, parce que Derek, le père de Mia, l'homme que Gianna avait un jour assez aimé pour avoir un enfant avec lui, ne s'était jamais assis pour dessiner avec sa fille. Pas une seule fois en 3 ans. Pas une seule fois. Et voilà qu'un étranger, un chef de la mafia, un homme dont elle essayait de garder ses distances parce qu'elle avait peur de lui, était assis sur une chaise de restaurant, dessinant une maison tordue avec un crayon bleu pour sa petite fille. Pas à cause de Gianna, pas pour l'impressionner, pas pour obtenir quoi que ce soit en retour. Seulement parce qu'une enfant lui avait tendu un crayon et avait dit « Dessine », et il s'était assis. Gianna a détourné le visage, clignant rapidement des yeux, essuyant le coin de son œil avec le dos de sa main avant que quiconque ne puisse le remarquer. Mais le mur qu'elle avait construit ces derniers jours, le mur défensif, le mur de la peur, le mur qui lui rappelait qu'il était dangereux, qu'elle devait garder ses distances. Ce mur s'était vraiment fissuré. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Juste un homme dessinant une maison tordue pour une fillette de 3 ans. Et parfois, cela seul suffit à tout faire éclater. 2 jours après cet après-midi, quand Mia a dessiné avec Nico à Fontana, Gianna a reçu un message de son numéro à 7 heures du soir. « Pouvez-vous venir au bureau ce soir? Il y a quelque chose dont je veux vous parler. » 9 heures, Carla vous fera monter. Elle a lu le message 3 fois. Il n'y avait aucun détail, rien sur le travail ou le restaurant. Elle voulait refuser. La partie rationnelle d'elle-même disait qu'elle devait garder ses distances, que les choses étaient déjà assez compliquées, qu'elle ne devrait pas aller voir cet homme la nuit dans son immeuble. Mais l'autre partie, celle qui l'avait vu s'asseoir et dessiner une maison tordue pour sa fille. Cette partie a répondu « d'accord » avant que la raison n'ait eu le temps de s'opposer. Elle a laissé Mia avec Mme Patricia, qui s'était rétablie, puis a pris le métro pour Midtown. Carla attendait dans le hall, n'a posé aucune question. L'a conduite à l'ascenseur, mais pas à l'étage familier. Au lieu de cela, elle a passé sa carte sur le bouton du haut, marqué R, et a dit « Toit de terrasse ». Puis elle est ressortie, laissant Gianna seule dans l'ascenseur qui montait. Quand les portes se sont ouvertes, le vent nocturne de Manhattan l'a assaillie. Gianna est sortie sur un large toit terrasse. Du bois sombre sous ses pieds, quelques jardinières vertes, des guirlandes lumineuses jaunes douces drapées le long de la balustrade basse. Et au-delà de tout cela, la ville.
Manhattan, la nuit s'étendait sous elle comme un tapis de lumière jusqu'à l'horizon. Des millions de fenêtres éclairées, des phares de voitures coulant en rivières rouges et blanches dans les rues lointaines en bas, et la ligne d'horizon découpant le ciel violet profond avec des tours de verre flamboyants. Nico se tenait près de la balustrade, le dos tourné vers elle, un verre de whisky à la main. Il ne portait pas de costume, juste une chemise noire avec les manches retroussées jusqu'au coude. Et c'était la première fois que Gianna le voyait comme s'il ne jouait pas un rôle. « Merci d'être venu », a-t-il dit sans se retourner. Gianna s'est approchée et s'est arrêtée à quelques pas de lui, regardant la ville à ses côtés. « De quoi vouliez-vous parler ?» Nico est resté silencieux un moment. Il a pris une gorgée de whisky, puis il a parlé, sa voix plus basse que d'habitude, presque assez douce pour que seuls eux deux puissent l'entendre. Ma mère s'appelait Francesca. Gianna n'a rien dit. Elle a attendu. C'était la seule personne qui m'ait jamais appelé par mon prénom. Pas patron, pas monsieur Valente. Juste Nico. Il a tourné lentement le verre de whisky dans sa main, regardant les lumières de la ville se refléter dans le liquide ambré. Tous les autres, toute ma vie, ils m'appellent ce qu'ils pensent que je suis. Un titre, une position, une menace. Elle m'appelait qui j'étais. Gianna a senti sa poitrine se serrer. Elle s'est souvenue de ce qu'il lui avait dit brièvement dans le bureau ce jour-là, sur la nuit où sa mère avait été tuée. Mais c'était différent. Ce n'était pas une explication. C'était quelque chose qui l'ouvrait lentement, prudemment. Comme on rouvre une blessure cicatrisée depuis longtemps. La nuit où elle est morte, j'ai fait une promesse. Pas à Dieu, pas à personne, à moi-même. J'ai juré que je ne serais plus jamais faible devant une autre personne. Ne jamais laisser personne me voir craquer. Ne jamais laisser personne s'approcher assez pour avoir ce genre de pouvoir sur moi. Il a fait une pause. Le vent a balayé le toit terrasse, emportant le son lointain des klaxons d'en bas. 22 ans. J'ai tenu cette promesse pendant 22 ans. Puis il s'est retourné et l'a regardée. Et Gianna a vu ses yeux, des yeux qu'elle avait vus froids, sombres, dangereux. La regardant maintenant avec quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom, mais qu'elle sentait dans ses os. Jusqu'à ce que je te voie tenir ta fille sur ce banc, pleurant seule. Gianna a cessé de respirer. Tu m'as rappelé elle, ma mère. Et j'ai détesté ça. Parce que ça m'a fait ressentir des choses que j'avais enfouies si profondément que j'avais oublié qu'elles étaient là. Silence, long, lourd. La ville scintillait en dessous d'eux, mais aucun d'eux ne la regardait. « Je ne suis pas ta mère », a dit Gianna, sa voix calme mais ferme. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves. »« Je sais », a dit Nico. « Pas de défense, pas d'argument, juste une reconnaissance. Je sais que tu n'es pas elle, et je sais que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu t'es sauvé toi-même toute ta vie. » Il a fait un pas de plus vers elle, un seul. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Gian a senti son cœur battre dans sa gorge. L'air entre eux a changé, plus épais, plus chaud, même si le vent de la nuit était encore froid. Elle l'a regardé et a tout vu en même temps. La cicatrice, le costume, l'appel téléphonique froide à minuit. La maison tordue dessinée au crayon. Les yeux sombres la regardant maintenant comme si elle était la seule chose réelle sur ce toit terrasse. « Tu es dangereux », a-t-elle dit. « Oui. » Pas de déni, pas d'explication, juste un mot. J'ai un enfant, je sais. Alors ne me regarde pas comme ça. Nico n'a pas détourné le regard. Comme quoi? Gianna n'a pas répondu. Parce que si elle répondait, elle devrait admettre qu'elle savait exactement comment il la regardait. Et elle devrait admettre qu'une partie d'elle voulait qu'il continue de la regarder de cette façon. Et elle n'était pas prête pour ça. Pas encore. Elle a reculé. Je devrais y aller. Il est tard. Nico n'a pas suivi, ne lui a pas dit de rester, n'a pas essayé de l'arrêter. Il est seulement resté là, whisky à la main, les lumières de Manhattan derrière lui et l'a regardé partir. Gianna est entrée dans l'ascenseur et appuyée sur le bouton du hall. Et quand les portes se sont fermées, elle s'est adossée contre le mur d'acier froid. A fermé les yeux et a senti son cœur battre si fort que tout son corps semblait en trembler. Elle n'a pas regardé en arrière. Mais tout le chemin du retour dans le métro, tout le long du vent nocturne du Bronx, tout le long de la fermeture de sa porte et de son coucher à côté de Mia. Elle pouvait encore sentir ses yeux sur elle, et elle savait que peu importe sa peur,
Peu importe le nombre de fois où elle se disait qu'il était dangereux, qu'elle devait garder ses distances. Quelque chose avait changé ce soir-là sur ce toit terrasse, quelque chose qu'elle ne pouvait plus défaire. 3 jours ont passé après la nuit sur le toit terrasse, et Gianna a vécu suspendue entre deux choses qu'elle ne voulait pas affronter. À Fontana, elle travaillait comme d'habitude, professionnelle, précise, calme. Mais chaque fois que Nico entrait dans le restaurant, l'air entre eux devenait si épais que Carla devait faire semblant d'être occupée à lire les comptes juste pour éviter de lever les yeux. Gianna ne l'évitait pas comme la semaine précédente, mais elle ne se permettait pas non plus de se rapprocher. Elle répondait quand il demandait quelque chose, hochait la tête si nécessaire, et maintenait chaque échange strictement dans les limites du travail avec une discipline qu'elle devait forcer à chaque seconde. Nico n'a pas insisté. Il venait. Il partait. Il la regardait avec ses yeux qu'elle essayait de ne pas croiser. Et entre eux, il y avait un fil fin et tendu, que tous deux faisaient semblant de ne pas voir. Jeudi, 4h17 de l'après-midi. Gianna a quitté Fontana plus tôt que d'habitude pour aller chercher Mia à la garderie Little Sunshine sur l'avenue Crotona dans le Bronx. Elle a marché depuis la station de métro, se déplaçant rapidement car l'air se refroidissait, et elle voulait ramener sa fille à la maison avant la nuit. Elle a poussé la porte vitrée de la garderie, a souri à l'enseignante derrière le bureau de réception et a dit « Je suis là pour Mia ». L'enseignante l'a regardée, puis a baissé les yeux sur le registre, puis l'a regardée à nouveau. Et sur son visage, il y avait une expression que Gianna se souviendrait pour le reste de sa vie. Mademoiselle Vale. Mia a été récupérée il y a environ 30 minutes. Un homme est entré avec un formulaire d'autorisation d'urgence signé et une copie de votre carte d'identité. Il a dit qu'il était son oncle, et tout semblait si officiel que nous la lui avons confié. Gianna n'a pas entendu le reste de la phrase. Ses oreilles ont bourdonné. Le sol a basculé. L'enseignante parlait encore. Quelque chose sur il semblait légitime et nous avons suivi la procédure standard. Et est-ce que tout va bien? Mais ces mots venaient de très loin, comme de sous l'eau, et la seule chose que Gianna pouvait entendre clairement était le son du sang qui battait à l'intérieur de son crâne. Mia n'avait pas d'oncle. Mia n'avait personne d'autre qu'elle et Tommy. Et Tommy était à l'université de New York. À quoi ressemblait-il, a dit Gianna, et sa voix ne ressemblait pas à la sienne. Plate, vide, comme si quelqu'un lui avait arraché toute émotion au cours des 3 dernières secondes, ne laissant que la coquille. L'enseignante l'a décrit. Homme d'âge moyen, cheveux courts, veste en cuir, peu de mots. Connaissait le nom complet de Mia et l'adresse de Gianna. Connaissait même le nom de Madame Patricia Webb. Connaissait tout. Gianna est ressortie. Les rues du Bronx étaient toujours normales. Circulation, piétons, musique s'échappant du magasin du coin. Et cette normalité lui donnait envie de crier, parce que sa fille n'était pas là. Sa fille était quelque part là dehors avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Et le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Elle a appelé le 911. Sa voix tremblait, mais elle l'a forcé à former des phrases complètes. Sa fille de 3 ans avait été enlevée de la garderie par un étranger 30 minutes plus tôt. Elle ne savait pas qui il était. Elle avait besoin d'aide immédiatement. Le répartiteur a dit que l'appel serait transféré à la police, que quelqu'un la recontacterait, qu'elle devait rester où elle était et qu'ils allaient déposer un rapport. Déposer un rapport. Sa fille était quelque part là-dehors, peut-être en pleurs, peut-être terrifiée, peut-être appelant maman, et il parlait de déposer un rapport. Gianna se tenait sur le trottoir, le téléphone à la main, et elle savait que la police mettrait des heures. Elle savait que le système ferait exactement ce que la procédure exigeait, lentement, pas à pas, alors que chaque seconde qui passait était une seconde de plus où sa fille était plus loin. Et elle savait qu'il y avait exactement une personne dans ce monde qui avait le pouvoir de trouver Mia plus vite que n'importe quelle agence ne le pourrait jamais. Elle a ouvert ses contacts. Son nom était là. Elle l'avait enregistré la nuit où elle l'avait appelé pour la première fois et ne l'avait jamais supprimé. Son doigt a appuyé sur « Appeler ». Et elle n'a pas pensé au toit terrasse, n'a pas pensé à la distance qu'elle avait essayé de garder, n'a pas pensé au fait qu'il était dangereux ou à qui il était. Elle a seulement pensé à Mia. Le téléphone a sonné une fois. Gianna. Sa voix, calme comme toujours. Nico. Et sa voix s'est brisée. Tout ce qu'elle avait tenu ensemble pendant les 10 dernières minutes
Cette coquille plate et creuse, ce contrôle maintenu par la seule volonté. Tout s'est effondré en un seul mot. Ils ont pris Mia. Quelqu'un a pris ma fille. Silence. 2 secondes. Les 2 secondes les plus longues de la vie de Gianna. Puis la voix de Nico a changé. Pas la voix de Toit Terrasse. Pas la voix qui avait demandé à Carla. Comment va-t-elle à Fontana? C'était une autre voix. Froide, précise, chaque mot comme une balle déjà chambrée. Où es-tu? Pas un point d'interrogation, pas une question, un ordre. La garderie Avenue Crotona, Bronx, ne bouge pas. J'arrive. Il a raccroché et Gianna est restée là, sur le trottoir de l'avenue Crotona. Une main tenant le téléphone, l'autre serrée si fort en un point que ses ongles lui coupaient la paume. Et elle a attendu. Le vent a balayé la rue du Bronx. Les lampadaires commençaient à s'allumer. Et quelque part là-dehors, sa fille était sans elle. Gianna a fermé les yeux, a ravalé ses larmes et a murmuré dans l'air froid. « Maman arrive, mon bébé. Maman arrive. » 11 minutes. Gianna a compté chaque minute parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre que compter. 11 minutes après avoir raccroché. 3 SUV noirs ont tourné sur l'avenue Crotona, fendant le trafic comme des couteaux. Pas de sirène, pas de gyrophare. Juste 3 blocs d'acier noir glissant jusqu'au trottoir devant elle, avec la précision d'une formation qui avait répété ce mouvement des centaines de fois. La porte de la première voiture s'est ouverte et Ray Santos est sorti. Oreillette déjà en place, ses yeux balayant la rue en moins de 2 secondes. De la deuxième voiture sont sortis 2 hommes en noir que Gianna n'avait jamais vus auparavant. Se déplaçant rapidement et silencieusement, se déployant des 2 côtés du trottoir. De la troisième voiture est sorti Nico. Il est sorti et Gianna l'a regardé et l'a presque pas reconnu. Pas parce que son apparence avait changé, mais parce que l'air autour de lui avait changé. Sur le toit de terrasse cette nuit-là, il avait été vulnérable. À Fontana, il avait été raffiné. Mais maintenant, sur un trottoir du Bronx sous la lueur jaune pâle des lampadaires, Nico Valente était la chose dont les gens n'entendaient parler qu'en chuchotant, et priaient pour ne jamais avoir à en être témoin de leurs propres yeux. Il s'est approché d'elle rapidement. Son regard la lisant de la tête aux pieds en une seule seconde, confirmant qu'elle n'était pas blessée. Puis il a posé une main sur son épaule, ferme et brève. Non pas pour la réconforter, mais pour l'ancrer. Monte dans la voiture. Raconte-moi tout. Gianna était montée sur la banquette arrière du SUV du milieu. Nico s'est assis à côté d'elle. Ray Santos s'est retourné depuis le siège avant. Et elle leur a tout raconté, vite, de manière concise. Tout ce que l'enseignante de la garderie avait dit. La description de l'homme, l'heure, le détail qu'il connaissait le nom de Madame Patricia Webb. Nico a écouté, ne lui a pas demandé de répéter, n'a pas eu besoin de clarification. Il a regardé Ray. Frank. Un seul mot. Ray a hoché la tête, s'est retourné et avait déjà le téléphone à l'oreille. Et la machine s'est mise en marche. Gianna était assise dans la voiture et, pour la première fois de sa vie, a été témoin de ce à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Pas le genre de pouvoir des films, pas de violence bruyante, de fusils ou de course-poursuite. Mais des téléphones, des dizaines d'appels. Nico a pris son téléphone et tout a commencé à bouger. Il a appelé en italien, sa voix basse et rapide. Bien qu'elle ne puisse pas comprendre les mots, l'intensité aiguë dans ses yeux et la façon dont il a aboyé le nom de la garderie ont rendu son intention claire. Il est ensuite passé à l'anglais, ordonnant à quelqu'un de bloquer toutes les sorties du Bronx que son réseau contrôlait, avant de revenir à l'italien pour un dernier ordre enflammé. Elle n'avait pas besoin de traducteur pour savoir qu'il lançait une chasse qui couvrirait chaque centimètre de la ville jusqu'à ce que Frank soit trouvé. Aucun appel n'a duré plus de 30 secondes. Chaque phrase était si brève qu'elle semblait brutale. Personne ne lui a demandé de répéter. Personne n'a dit pourquoi. Seulement « oui, patron » ou le silence avant que la ligne ne se coupe. Le téléphone de Ray Santos n'a pas cessé de sonner non plus. Il a parlé à au moins 5 personnes différentes en 10 minutes. Sa voix était si basse que Gianna n'a saisi que quelques mots. Mais elle a vu la façon dont ses doigts se sont resserrés autour du téléphone et elle a compris le niveau d'urgence. Gianna était assise au milieu de tout cela, tremblante, les 2 mains crispées sur ses genoux, écoutant le courant de pouvoir se déchaîner autour d'elle comme une inondation. Elle comprenait maintenant. Comprenait pour de vrai. Pas à partir d'articles ou de rumeurs, mais de ses propres oreilles et de ses propres yeux.
Nico Valente n'était pas seulement un chef de la mafia. Il était un système. Il avait des yeux dans chaque rue, des oreilles dans chaque conversation, des mains sur chaque porte. Quand il voulait trouver quelqu'un dans cette ville, la question n'était pas si, c'était quand. Puis Nico s'est arrêté, a posé le téléphone sur sa cuisse, a regardé par la fenêtre teintée pendant 1 seconde, puis l'a repris, a composé un numéro et a attendu. Frank. Sa voix était calme d'une manière qui a fait se hérisser les poils sur les bras de Gianna. Car personne ne pouvait être aussi calme en parlant à l'homme qui venait d'enlever une enfant de 3 ans. Sauf si ce calme était quelque chose d'infiniment plus dangereux que la rage. La fille a 3 ans, Frank. 3. Tu connais mes règles. Tu as toujours connu mes règles. Silence. Frank disait quelque chose à l'autre bout du fil, mais Gianna ne pouvait pas l'entendre. Elle ne pouvait l'entendre que Nico. Tu as 2 heures pour la ramener. Intacte. Pas une égratignure, pas un bleu, pas un seul cheveu de travers. Sa voix n'a pas changé de volume. Toujours basse, toujours égale. Mais chaque mot atterrissait avec le poids de 22 ans de pouvoir accumulé, d'un empire, de centaines de personnes prêtes à faire tout ce qu'il disait. Si un seul cheveu sur la tête de cet enfant est de travers, je ne te tuerai pas. Ce serait de la pitié. Et tu sais que je ne fais pas dans la pitié, Frank. Je te ferai souhaiter être mort chaque jour pour le reste de ta très, très longue vie. Il a raccroché, n'a pas attendu de réponse, n'en avait pas besoin. Gianna l'a regardé, ses mains tremblaient encore, mais elle n'a pas détourné le regard. Elle a regardé droit le visage de Nico Valente dans la lumière des lampadaires qui filtraient à travers la fenêtre du SUV. Et elle l'a vu tout entier. Le pouvoir, la violence contenue, la cruauté calculée. L'obscurité qu'elle craignait depuis la nuit, où elle avait entendu cet appel froid à Fontana. Tout était là, sur son visage, dans sa voix, dans l'air à l'intérieur du SUV noir garé dans une rue du Bronx. Mais tout cela, chaque appel, chaque ordre, chaque menace de pouvoir tendu sur toute la ville, visait un seul but, sa fille. Nico s'est tourné pour la regarder. On va la récupérer. Ce n'était pas une promesse, c'était un fait. Et Gianna, pour la première fois depuis qu'elle avait entendu l'enseignante de la garderie dire « Elle a été récupérée il y a 30 minutes », l'a cru. 4,27 minutes. Gianna connaissait le nombre exact parce qu'elle regardait l'horloge de son téléphone toutes les 30 secondes. Et chaque fois qu'elle regardait, il lui semblait que le temps ralentissait juste pour la punir. 87 minutes assise à l'intérieur du SUV noir dans une rue du Bronx, écoutant le téléphone de Nico sonner et sonner et sonner, écoutant Ray Santos murmurer dans son oreillette, écoutant le son de sa propre respiration, et se demandant si sa fille pleurait, si elle appelait maman, si elle était terrifiée. Nico est resté assis à côté d'elle pendant ces 87 minutes. Il n'a rien dit, n'a pas promis que tout irait bien, ne l'a pas touché. Il est juste resté là, téléphone à la main, les yeux balayant chaque message qui arrivait, et de temps en temps, donnant un ordre en quelques mots secs. Il ne montrait pas d'inquiétude, mais Gianna a vu sa main gauche, celle qui ne tenait pas le téléphone, crispée sur sa cuisse. Ses doigts pressant si fort ensemble que ses articulations étaient devenues blanches. À la minute 82, le téléphone de Ray a vibré. Il a répondu, a dit 2 mots en italien, puis s'est tourné vers Nico. Je l'ai. Elle est en sécurité. Mes gars l'amènent maintenant. Gianna l'a entendu et n'y a toujours pas cru. Elle n'osait pas y croire jusqu'à ce qu'elle la voie de ses propres yeux. 5 minutes plus tard, un autre SUV noir s'est arrêté devant eux. La porte arrière s'est ouverte. Un homme que Gianna ne connaissait pas est sorti. Et dans ses bras, petite, les cheveux bouclés, le visage rouge de larmes, les yeux gonflés, les 2 petites mains agrippant le col de l'homme qui la portait, se trouvait Mia. Gianna ne se souvient pas d'avoir ouvert la portière de la voiture. Ne se souvient pas d'être sortie. Ne se souvient pas que ses pieds aient touché le sol. Elle se souvient seulement du son de la voix de sa fille. Maman. Ce son a tout déchiré ce que Gianna avait tenu ensemble pendant 87 minutes. Elle a pris Mia des bras de l'homme, l'a écrasée contre sa poitrine, et ses genoux ont cédé. Elle s'est effondrée là, sur le trottoir, les 2 bras enroulés autour de Mia si fort que la petite fille a pleuré plus fort. Mais Gianna ne pouvait pas la lâcher. Ne pouvait pas, car si elle la lâchait, quelqu'un la reprendrait.
Maman est là. Maman est là. Je suis là. Je suis là. Elle l'a répété encore et encore, sa bouche pressée dans les cheveux de sa fille, les larmes coulant sur ses boucles. Et elle a pleuré. Pas les larmes silencieuses qu'elle avait pleurées dans le parc. De vrais pleurs. Des pleurs venant du plus profond de sa poitrine. Le genre de pleurs qu'elle ne savait pas qu'il lui restait. Le genre de pleurs qui vient d'une mère qui vient de retrouver la seule chose au monde qui compte. Mia s'est accrochée à son cou, ses petites mains agrippant sa chemise, son visage mouillé enfoui dans l'épaule de sa mère. Et elle n'arrêtait pas de répéter un mot. Un seul mot, maman. Maman, maman, comme si c'était le seul sortilège qu'elle connaissait pour empêcher le monde de s'effondrer. Nico se tenait à 4 pas. Il était sorti de la voiture à un moment donné. Gianna ne savait pas quand. Il se tenait là, sur le trottoir du Bronx. Costume noir, dos droit, visage inexpressif, mais ses mains étaient crispées à ses côtés. Et Gianna, même en pleurant, même en tenant sa fille, l'a quand même vue. La cicatrice sur sa main était devenue pâle sous la force de sa poigne, plus pâle que la lumière du lampadaire qui tombait dessus. Et il se tenait là comme un homme qui voulait s'avancer, mais ne se le permettait pas, parce qu'il pensait qu'elle aurait peur, après tout ce qu'elle venait de voir pendant ces 87 minutes. Les appels, les ordres, la menace qu'il avait proférée à Frank d'une voix plus froide que l'acier. Il pensait qu'elle le regardait maintenant et voyait un monstre. Alors il est resté où il était, à 4 pas, assez loin pour ne pas l'envahir, assez près pour qu'elle sache qu'il était là. Gianna a levé les yeux rouges, le visage mouillé de larmes. Mia toujours accrochée à son cou, murmurant encore « maman ». Et Gianna a regardé Nico Valland, l'homme qu'elle avait craint, l'homme dont elle avait gardé ses distances, l'homme dont elle s'était éloignée sur ce toit terrasse parce qu'il était dangereux. Et elle a dit 2 mots, « Viens ici ». Nico n'a pas bougé, comme s'il ne croyait pas avoir bien entendu. Comme si personne dans ce monde ne lui avait jamais dit ces 2 mots de cette façon. Pas comme un ordre, pas comme une demande, mais comme une invitation. Le genre que l'on ne donne qu'à quelqu'un que l'on veut près de soi. Viens ici, Nico. Il s'est avancé lentement. 1 pas, 2, 3, 4. Et quand il s'est tenu juste devant elle, Gianna a tendu une main, a saisi son poignet, celui avec la cicatrice, la main qui tremblait même s'il essayait de le cacher, et l'a tiré vers le bas. Nico est tombé à genoux sur un trottoir du Bronx, et Gianna l'a tenu lui et Mia. Un bras autour de sa fille, un bras autour du cou de l'homme dont toute cette ville parlait avec crainte, et elle l'a serré contre elle, l'a tenu fort. Comme si en le tenant assez fort, elle pouvait les garder tous les deux à l'abri d'un monde qui essayait de les séparer. Nico n'a pas pleuré. Les hommes valentés ne pleurent pas. 22 ans sans pleurer. Et ce soir n'était pas une exception. Mais ses mains tremblaient si clairement que Gianna pouvait le sentir à travers le tissu de sa chemise. Et il a posé une main sur le dos de Mia, doucement, comme s'il avait peur qu'elle ne se brise. Et elle a senti ses doigts se crisper dans la chemise de la petite fille. S'accrochant comme un homme qui se noie attrape la seule chose qui flotte encore à la surface. 3 personnes sur un trottoir, la nuit, au milieu du Bronx. Gianna ne savait pas combien de temps ils sont restés ainsi. Peut-être 1 minute, peut-être 10, peut-être une vie. Cette nuit-là, Frank Del Vecchio a quitté New York. Personne ne savait comment. Personne ne savait où il était allé. Il n'y a pas eu d'articles de journaux, pas de rapport de police, pas de traces. Juste un matin où son appartement dans le Queens était vide. Son téléphone était mort. Et le nom de Frank Del Vecchio a disparu de toutes les conversations de la pègre new-yorkaise, comme s'il n'avait jamais existé. Gianna n'a pas posé de questions, et elle n'avait pas besoin de savoir. Elle avait seulement besoin de savoir que sa fille dormait dans ses bras, en sécurité, et que l'homme qui l'avait ramenée se tenait devant la porte de son appartement du Bronx, attendant qu'elle la verrouille avant de se détourner. Nico n'a pas demandé. Il n'a pas proposé, il lui a dit. Tu ne retournes pas dans cet appartement ce soir, ni demain. Toi et Mia restez chez moi jusqu'à ce que je sache que c'est sûr. Gianna voulait argumenter. La partie têtue d'elle, celle qui avait pris soin d'elle-même et de son jeune frère toute sa vie, voulait dire non, voulait dire qu'elle pouvait gérer, voulait prouver qu'elle n'avait besoin de personne pour la protéger. Mais ensuite, elle a baissé les yeux sur Mia endormie dans ses bras.
les doigts de la petite fille agrippant encore un pli de sa chemise, même dans son sommeil. Et cette partie d'elle s'est tue, parce que ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de sa fille, et la porte mince de ce studio du Bronx ne pouvait rien retenir. Elle a hoché la tête. La voiture les a emmenés au penthouse de Nico dans l'Upper East Side. Gianna est entrée et l'appartement était plus grand que tout le troisième étage de l'immeuble où elle vivait dans le Bronx. Haut plafond, parquets en bois sombre, mobilier si minimaliste et cher qu'elle savait qu'elle se tenait dans un espace valant plus que tout ce qu'elle gagnerait dans sa vie. Mais elle ne se souciait de rien de tout cela. Elle avait seulement besoin d'un endroit sûr pour que Mia dorme. Nico l'a conduite à une chambre au bout du couloir. Le lit était déjà fait, des serviettes propres pliées sur l'oreiller, la lampe de chevet projetant une douce lumière dorée. Carla, réalisa Gianna. Carla l'avait préparé avant leur arrivée. Sur le lit, il y avait aussi un oreiller plus petit et une fine couverture rose pâle. Gianna était certaine que Nico ne l'avait pas déjà dans l'appartement. Quelqu'un l'avait acheté aujourd'hui pour Mia. Elle a allongé sa fille sur le lit, lui a enlevé ses chaussures et a tiré la couverture sur elle. Mia a bougé, ses yeux s'ouvrant à moitié avant de se refermer. A murmuré maman une fois de plus, puis est tombée dans un sommeil profond. Gianna est restée assise à côté du lit de sa fille pendant 10 minutes, écoutant le va-et-vient régulier de sa respiration, comptant chaque souffle, se prouvant que sa petite fille était là, vivante, en sécurité, indemne. Puis elle s'est levée et est ressortie. Le penthouse était copper, les lumières du couloir avaient été éteintes, et seule la lueur de la ville passait par les larges fenêtres, déversant des ombres bleues argentées sur les parquets et les murs. Gianna a marché dans le couloir vers le salon et l'a vu. Nico était assis dans un fauteuil unique près de la vitre. Pas de lumières allumées, un verre de whisky à la main, mais presque plein. Ce qui signifiait qu'il ne le buvait pas, il le tenait seulement. Il regardait Manhattan, la ligne d'horizon scintillant au-delà de la vitre. Mais ses yeux ne voyaient pas vraiment la ville. Gianna connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans le parc le premier jour. Le regard de quelqu'un qui était ailleurs, dans le récit, dans un endroit qui faisait mal. Elle aurait dû retourner dans la chambre. Elle aurait dû fermer la porte, dormir à côté de sa fille, laisser la distance rester la distance. Mais ses pieds n'ont pas fait demi-tour. Elle est entrée dans le salon et Nico l'a entendue. Il ne s'est pas retourné, mais son épaule a légèrement bougé, enregistrant sa présence. « Je ne suis pas un homme bon, Gianna. » Sa voix était basse. Pas la voix d'un patron, pas la voix qui avait donné des ordres à l'intérieur du SUV quelques heures plus tôt. C'était la voix d'un homme assis seul dans le noir à 2 heures du matin, disant la vérité à une pièce vide parce qu'il n'y avait personne pour l'entendre. Mais ce soir, elle était là. « Je sais, a-t-elle dit. Mon monde ne sera jamais sûr. Il y aura toujours quelqu'un. Un autre Frank, une autre menace, une autre guerre. C'est ça, cette vie. Je sais. Alors pourquoi es-tu encore là? » Elle s'est approchée. Les lumières de la ville peignaient la moitié de son visage, tandis que l'autre moitié restait enfouie dans l'ombre. Et Gianna a pensé que c'était l'image la plus vraie de Nico Valente qu'elle ait jamais vue. Moitié lumière, moitié obscurité, et elle avait vu les deux. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que quelqu'un me voit vraiment, a-t-elle dit. Sa voix n'a pas tremblé. Elle ne s'est pas brisée. Chaque mot est tombé avec certitude, comme si elle connaissait cette réponse depuis longtemps et ne s'autorisait que maintenant à la dire. Pas me prendre en pitié, pas me sauver, pas m'utiliser. Me voir. Silence. Nico a tourné la tête et l'a regardé. Le verre de whisky était toujours dans sa main. Et ses yeux, les yeux qu'elle avait vus froids, sombres, dangereux. Les yeux qu'elle avait vus s'adoucir pendant que Mia dessinait. La regardait maintenant avec quelque chose que Gianna reconnaissait parce qu'elle le ressentait aussi. Pas du désir, pas de la gratitude. Quelque chose de plus profond, de plus douloureux, de plus réel. Nico a posé lentement le whisky sur la table à côté de lui. Puis il s'est levé. Il s'est approché d'elle et s'est arrêté devant elle. Proche. Plus proche qu'il ne l'avait jamais été. Assez proche pour qu'elle puisse sentir le whisky intact, le chêne et quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui. Il a levé lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Ses doigts ont touché son visage, doucement, son pouce effaçant la trace séchée des larmes sur sa joue qu'elle ne savait même pas être encore là. « Je te vois aussi, a-t-il dit.
Un murmure, comme si le dire plus fort pouvait briser quelque chose. Gianna n'a pas reculé, n'est pas partie, n'a pas dit « Tu es dangereux ». Elle savait déjà qu'il était dangereux. Elle avait vu l'obscurité en lui, et elle avait vu la lumière aussi. Dans la maison tordue dessinée au crayon, dans le signe de tête respectueux chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Dans les 87 minutes aidées à retourner toute la ville pour ramener sa fille. Elle a levé le visage, il s'est penché, et quand leurs lèvres se sont rencontrées, ce n'était comme aucun baiser de film ou de livre ou de l'imagination de Gianna. C'était lent, lourd, plein du poids de tout ce qui s'était passé depuis cet après-midi d'automne sur le banc de Central Park. Pas romantique à la manière d'un conte de fées, pas doux à la manière d'une première fois. C'était le baiser de deux personnes qui avaient été brisées de différentes manières et qui s'étaient en quelque sorte trouvées au milieu des décombres. Nico a posé une main sur sa taille, ne tirant pas, ne pressant pas, la posant simplement là, de la même manière qu'il avait toujours été avec elle, lui laissant de l'espace, lui laissant le droit de partir quand elle le voulait. Mais Gianna n'est pas partie, elle s'est approchée. Sa main a attrapé le col de sa chemise et l'a tiré plus près. Et elle l'a embrassé comme si c'était la seule chose qui restait au monde qui ait encore un sens. Dans la nuit la plus longue de sa vie, quand ils se sont finalement séparés, front contre front, leur souffle se mêlant, Nico a murmuré « Reste ». Un seul mot. Et cela ne signifiait pas « reste ce soir ». Cela signifiait « reste ». Reste ici dans ce monde, dans cette obscurité, avec lui. Gianna a fermé les yeux. Elle pouvait entendre son cœur battre sous sa paume. Rapide, fort. Le cœur de l'homme que tout New York craignait, battant comme s'il n'avait jamais été autorisé à battre librement jusqu'à présent. « Je ne vais nulle part », a-t-elle dit. Gianna a appelé Tommy le lendemain matin. Elle ne lui a pas tout dit. Elle ne lui a pas parlé de Frank, de la dette, des mois de menaces. Elle a seulement dit que quelque chose était arrivé à Mia, que la petite fille était en sécurité maintenant, mais qu'elle avait besoin que son frère vienne la voir à New York, et qu'elle devait lui dire quelque chose qu'elle aurait dû lui dire il y a longtemps. Tommy a pris le train de l'Université de New York à Midtown en 40 minutes. Gianna lui avait envoyé l'adresse du penthouse, et elle savait que dès que Tommy verrait l'immeuble, les questions commenceraient. Elle ne s'était pas trompée. Tommy l'a appelé alors qu'il se tenait dans le hall en bas, sa voix plus tendue que d'habitude. « Gianna, il y a un type à la porte qui a l'air de pouvoir me briser en deux. Où diable es-tu? » Elle lui a dit de monter, que la sécurité le laisserait entrer dans l'ascenseur. Elle a entendu Tommy prendre une inspiration brusque et raccrocher. Et elle savait que son jeune frère, le garçon de 19 ans plus intelligent que la plupart des gens qu'elle avait jamais rencontrés, commençait déjà à assembler les pièces qu'elle avait cachées pendant des mois. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Tommy est sorti. Grand, mince, portant un sweat à capuche de l'Université de New York et un jean. Sac à dos sur une épaule, ses yeux balayant rapidement le couloir du penthouse, avec le regard de quelqu'un évaluant une menace sans savoir quelle forme elle pourrait prendre. Elle l'attendait à l'entrée du salon. Tommy l'a regardé, a regardé le penthouse derrière elle, a regardé le SUV noir garé dans la rue en bas qu'il avait dépassé en arrivant, a regardé les deux gardes du corps se tenant à chaque extrémité du couloir, et son visage a changé. Plus d'inquiétude pour sa sœur. Maintenant, c'était autre chose. Lassitude, peur, colère. À qui est-ce qu'est endroit? Pas une question, plutôt une accusation. Entre, Tommy, je vais t'expliquer. Explique maintenant. À qui est cet endroit? Gianna a pris une profonde inspiration. Il s'appelle Nico Valente. C'est de lui qui m'a donné le travail, et c'est de lui qui a sauvé Mia. Tommy est resté immobile pendant 3 secondes, puis a sorti son téléphone. Elle savait qu'il cherchait le nom parce qu'elle avait fait exactement la même chose. Assise sur le sol de son studio du Bronx au milieu de la nuit, les mains tremblantes et l'estomac retourné. Elle a regardé les yeux de Tommy lire. A vu la couleur quitter son visage petit à petit, a vu sa mâchoire se crisper, a vu ses doigts se refermer durement sur le téléphone. Mafia. Tommy a dit le mot d'une voix si plate que c'en était presque effrayant. C'est la mafia, Gianna. C'est littéralement la mafia. La famille Valente. C'est écrit ici. Enquête du FBI, racket, meurtre. Tout est là. Il a levé les yeux de son téléphone et ses yeux étaient rouges. Pas de larmes, mais de fureur. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Tu as une fille, Gianna.
Tu as Mia et tu vis dans le penthouse d'un chef de la mafia. Gianna ne s'est pas mise sur la défensive, n'a pas élevé la voix, n'a pas crié en retour. Elle s'était préparée à cette conversation dès le moment où elle avait appelé ce matin. Et elle savait que chaque mot qu'il disait était vrai, était exactement ce que toute personne normale dirait. Et il avait tout à fait le droit de le dire. Assieds-toi, Tommy, s'il te plaît. Je ne veux pas m'asseoir, alors reste debout. Mais laisse-moi parler. Tommy a croisé les bras sur sa poitrine, le dos contre le mur du couloir. Sans entrer dans le salon, comme si entrer signifierait accepter quelque chose. Et Gianna lui a raconté. Cette fois, elle lui a tout raconté. Sur Derek et la dette, sur Frank Delvecchio et les messages de menaces, sur la photo de Mia à la garderie, sur la photo de la porte de son appartement, sur les 6 mois qu'elle avait passés à vivre dans la peur sans lui dire un mot, parce qu'elle ne voulait pas qu'il s'inquiète, parce qu'elle voulait qu'il se concentre sur ses études, parce qu'elle pensait pouvoir gérer, sur l'après-midi dans le parc, sur la carte noire, sur l'arrangement, et sur la nuit précédente quand quelqu'un avait récupéré Mia à la garderie et que Gianna avait appelé le 911, et qu'ils avaient dit qu'ils allaient déposer un rapport. Tommy n'a pas interrompu. Son visage est devenu plus pâle en entendant parler de la dette, est devenu encore plus blanc en entendant parler de la photo de la porte. Et quand Gianna est arrivée à la partie où Mia avait été enlevée, il s'est affalé sur le sol du couloir, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Gianna s'est assise en face de lui. C'est le seul qui l'a ramené, Tommy. La police a dit qu'elle allait déposer un rapport. Déposer un rapport. Ma fille avait disparu et ils ont dit qu'ils allaient déposer un rapport. Sa voix ne s'est pas brisée. Elle avait déjà assez pleuré. Maintenant, elle ne faisait que dire la vérité. Nico Valente a passé un appel téléphonique et 87 minutes plus tard, ma fille était dans mes bras. Tu peux le détester. Tu peux refuser d'accepter ça. Mais tu n'as pas le droit de nier ce qu'il a fait. Tommy est resté assis en silence, ses yeux fixés sur le parquet sombre, les 2 bras enroulés autour de ses genoux, et Gianna pouvait voir son frère de 19 ans se battre avec lui-même, pris entre la logique qui lui disait que c'était mal, et la réalité qui lui disait que sa sœur n'avait survécu que grâce à l'homme dont la logique insistait qu'elle devait rester loin. Puis la voix de Mia est venue du salon. « Maman, regarde, j'ai dessiné une maison. » Tommy a levé les yeux et regardé par l'embrasure de la porte du salon. Mia était assise par terre, des crayons éparpillés tout autour d'elle, tenant une feuille de papier avec une maison tordue dessus et un soleil presque aussi grand que le toit. Elle souriait, radieuse, paisible, en sécurité. Gianna a vu les yeux de Tommy s'arrêter sur sa nièce. Il restait un long moment. Puis il a regardé de l'autre côté du couloir où se tenait Nico. Gianna ne savait pas quand il était arrivé. Peut-être depuis le début. Peut-être qu'il avait tout entendu, mais il n'était pas intervenu. Il se tenait dans le couloir, le dos contre le mur, les 2 bras croisés sur sa poitrine, laissant de l'espace au frère et à la sœur. N'interrompant pas, ne se défendant pas, n'essayant d'impressionner personne. Juste debout là et laissant Gianna dire ce qu'elle avait besoin de dire. Tommy a regardé Nico. Nico l'a regardé en retour. Pas de signe de tête, pas de sourire, pas de main tendue pour une poignée de main. Juste un regard droit, honnête. Comme s'il disait avec ses yeux, « Je suis exactement celui que tu as lu sur Google. Je ne le nie pas. Mais ta sœur et ta nièce sont en sécurité et c'est la seule vérité qui compte en ce moment. » Tommy s'est levé, a épousseté son jean, a regardé Gianna. « Je n'aime pas ça, a-t-il dit. » Sa voix était basse, fatiguée. Comme quelqu'un qui venait de perdre un argument dont il savait qu'il avait raison, mais la réalité s'en fichait. « Je sais, a dit Gianna, mais elle est en sécurité. » Tommy a regardé Mia une dernière fois, puis il s'est dirigé vers la sortie, a dépassé Nico, s'est arrêté, n'a pas tourné la tête, mais il a hoché la tête une fois. Petit, presque invisible. Puis il est entré dans l'ascenseur. Nico n'a rien dit, ne l'a poursuivi, n'a pas essayé de s'expliquer. Il a seulement regardé les portes de l'ascenseur se refermer, puis s'est tourné vers Gianna. Elle l'a regardée, fatiguée, soulagée, douloureuse tout à la fois. « C'est assez pour l'instant, a-t-elle dit. Nico a hoché la tête et il a compris. Parce qu'il était un homme qui savait que parfois, un petit signe de tête en passant n'est pas une acceptation. Mais c'est un début. Et un début, c'est suffisant.
3 ans plus tard, Gianna Valente se tenait devant le miroir de son bureau privé au 2e étage de Fontana, ajustant le col de son blazer et regardant le visage qui la fixait. 28 ans quand elle était assise en pleurs sur ce banc de parc. 31 maintenant. La même femme est pourtant complètement changée. Sur son bureau se trouvaient 7 dossiers, un pour chaque restaurant, 5 à New York, 2 à Miami, tous appartenant au groupe Fontana qu'elle avait bâti à partir d'un seul emplacement à Soho, pour en faire un empire culinaire que le magazine Eater qualifiait de l'un des groupes de restauration les plus discrètement influents de la côte Est. Elle l'a construit avec compétence, avec des nuits tardives passées à lire des registres, avec des journées de 14 heures debout sans repos, avec la capacité de lire une salle, de lire les gens et de résoudre une crise avant même que quiconque ne s'en rende compte. Carla Montero, maintenant directrice adjointe du groupe, disait la même phrase à chaque nouvel employé. Elle a mérité chaque centimètre de ce bureau. Ne vous laissez pas tromper par le nom de famille. Parce que oui, elle portait maintenant le nom de Valente. Mais personne dans le monde de la restauration de New York ne pensait que Gianna Valente était là où elle était à cause du nom de son mari. Il savait. Tout le monde savait. Mia avait 6 ans. Elle fréquentait une bonne école de l'Upper East Side, le genre avec une grande cour de récréation et des enseignants qui s'adressaient aux parents par monsieur et madame, et une clôture de sécurité que Nico avait personnellement inspectée avant d'accepter de laisser sa fille y aller. Mia aimait toujours dessiner. Sa chambre était remplie de pages à colorier, de crayons et de maisons tordues, un peu moins tordues maintenant qu'au début. Et un soir, le mois dernier, quand Nico est rentré après une réunion tardive, Mia a couru dans le couloir. S'est enroulée autour de ses jambes, a levé le visage et a dit « Papa, regarde ce que j'ai dessiné pour toi. » Papa. Pas Nico. Pas l'homme grand comme elle l'avait appelé lors de leur première rencontre. Papa. Gianna se tenait dans l'embrasure de la cuisine et regardait. Nico s'est immobilisé, ses bras tombant le long de son corps, regardant la petite fille de 6 ans aux cheveux bouclés qui lui tendait son dessin. Et sur son visage habituellement illisible, quelque chose s'est fissuré. Il s'est penché, a pris le papier, a dit « C'est magnifique, ma chérie », d'une voix normale. Puis il s'est levé, s'est dirigé rapidement vers son bureau et a fermé la porte. Gianna n'a pas suivi. Elle a attendu 5 minutes, puis a frappé doucement, a ouvert la porte et a trouvé Nico debout près de la fenêtre, le dos tourné, sa main crispée autour du dessin. Ses yeux étaient rouges, sa main tremblait. Les hommes valents ne pleurent pas. 25 ans sans pleurer. Mais ce jour-là, il a failli le faire. Gianna s'est approchée et a enlacé ses bras autour de lui par derrière, posant sa joue contre son dos, et n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Tommy a obtenu son diplôme de l'Université de New York en mai avec mention en cybersécurité. Il a pris un emploi dans une société de conseil en cybersécurité à Manhattan. Bon salaire, totalement indépendant, sans aucun lien avec l'Empire Valence. C'était la ligne que tous les trois respectaient, sans jamais avoir besoin de le dire à voix haute. Mais chaque dimanche soir, Tommy venait au penthouse pour dîner. Il jouait avec Mia, se disputait avec Gianna en disant que ses pâtes étaient toujours moins bonnes que celles des chefs de Fontana. Et quand Nico entrait dans la pièce, Tommy se levait, lui serrait fermement la main, le regardait dans les yeux et l'appelait par son nom. Nico. Pas monsieur, pas patron. Nico. Le genre de respect tacite dont les deux hommes comprenaient la valeur plus que tous les mots ne pourraient jamais l'expliquer. Gianna était enceinte de 7 mois, d'un garçon. Elle et Nico avaient déjà choisi son nom, Paolo Valle Valente. Paolo, d'après le père de Nico, l'homme qui a bâti l'empire dont son fils a hérité. Val, le nom de famille de sa mère, le nom que Gianna avait porté pendant les années les plus difficiles de sa vie, le nom qu'elle voulait que son fils porte avec lui comme un rappel de ses origines. Cet après-midi était un dimanche, en octobre, à Central Park. Gianna était assise sur ce banc, le même banc exact. Il y a 3 ans, elle y était assise, tenant Mia et pleurant, ne sachant pas à quoi ressemblerait demain. Maintenant, elle était assise là, enceinte de 7 mois, alliance aux doigts, regardant Mia, 6 ans, courir autour de la fontaine à quelques mètres de là, riant à perdre haleine quand l'eau éclaboussait ses chaussures. Nico était assis à côté d'elle. Costume noir, toujours le costume noir. Mais sa chemise était ouverte de 2 boutons au lieu d'un.
et sur ses genoux se trouvait un dessin que Mia l'avait forcé à garder avant de partir jouer. Tu te souviens de la première fois? A demandé Gianna, ses yeux suivant Mia. Chaque seconde, a dit Nico. Tu pleurais, la tenant dans tes bras, et j'étais censé passer mon chemin, mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Silence, le vent soufflait dans les arbres, des feuilles jaunes dérivant lentement sur l'herbe. La lumière de l'après-midi d'octobre filtrait à travers les branches, exactement comme ce jour-là, il y a 3 ans, comme si le temps se souvenait et rejouait la même scène avec une fin différente. Pourquoi? A demandé Gianna. Pourquoi t'es-tu arrêté? Nico a regardé la petite fille de 16 ans qui lui faisait signe depuis la fontaine. Puis il a baissé les yeux sur le ventre de sa femme, puis dans ses yeux. Pour la première fois en 22 ans, je me suis arrêté. Il a parlé lentement, comme s'il pesait chaque mot. Je ne sais pas pourquoi. J'étais censé venir ici, m'asseoir sur ce banc, me souvenir de ma mère et partir. C'était tout. Chaque année pendant 22 ans, c'était tout. Mais ensuite, je t'ai vu et quelque chose s'est brisé. Gianna a posé sa tête sur son épaule. Sa main droite, celle avec la cicatrice sur les articulations, la cicatrice du monde qu'elle connaissait mais sur laquelle elle ne posait jamais de questions. Cette main s'est posée légèrement sur son ventre, sentant leur fils bouger à l'intérieur. Sa main gauche, celle avec l'alliance, s'est glissée autour de son épaule et l'a attiré plus près. Mia est revenue en courant et grimpée sur les genoux de Nico. Les joues rouges d'avoir couru, les cheveux en un halo de boucles emmêlés, souriant largement à travers l'espace entre ses petites dents. Papa, l'eau est montée très haut. Ah oui, montre-moi. Elle l'a tiré par un doigt pour le mettre debout et l'a entraîné vers la fontaine. Gianna est restée sur le banc, les regardant l'homme dont tout New York parlait avec crainte se laisser emmener par une fillette de 6 ans tenant son petit doigt, regardant sa fille rire, regardant la courbe de son propre ventre où son fils grandissait en sécurité. Et elle a pensé que c'est parfois au milieu de l'obscurité que l'on trouve la lumière la plus vraie. Pas une lumière de conte de fées éclatante, mais la lumière de 2 bougies qui s'étaient autrefois éteintes, trouvant un moyen de se rallumer l'une l'autre. Elle a pensé qu'il y a 3 ans, cet après-midi d'automne sur ce banc, quand elle était assise en pleurs, seule avec sa petite fille dans les bras et rien d'autre que la peur. Ce n'était pas la fin, c'était le début de tout. Et c'est aussi là que se termine l'histoire de Gianna et Nico. Mais avant de nous arrêter, il y a une chose que je veux vous dire. La vie nous pousse parfois dans les coins les plus sombres, les endroits où nous pensons qu'il n'y a pas d'issue, personne qui s'en soucie, aucune raison de continuer. Mais cette histoire nous rappelle qu'il suffit d'un instant, d'une personne qui s'arrête et demande « Est-ce que ça va ?» Et tout peut changer. Que la gentillesse, même lorsqu'elle vient de l'endroit le plus inattendu, reste de la gentillesse. Que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de tomber et de se relever quand même chaque matin pour les gens que l'on aime. Et que parfois, la bonne personne qui arrive au bon moment n'est pas un miracle, mais la récompense pour ceux qui n'abandonnent pas, même quand la vie leur donne toutes les raisons de le faire. Si cette histoire a touché votre cœur, même un peu, je veux savoir ce que vous avez ressenti. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie par un simple petit geste? Avez-vous déjà été celui ou celle qui s'est arrêté pour quelqu'un alors que le reste du monde continuait sa route? Partagez votre histoire dans les commentaires, car je crois que chacun de nous porte une histoire qui mérite d'être racontée. Et je veux entendre la vôtre du plus profond de votre cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'à la toute fin. Je vous souhaite, à vous et aux personnes que vous aimez, une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Au revoir et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.